Allez, on parle auto, mais pas que. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Alors, et vous avez bonjour entendu, à hein, toutes les auditrices et tous les auditeurs. Il va falloir qu'on fasse attention à l'eau. Oui, on en boira peu ce soir. Voilà. Il faut faire attention, c'est le président qui l'a dit. Voilà, donc on va pas consommer trop d'eau. Non, évidemment. On taquine un peu, mais ça nous a fait... c'est un sujet sérieux, ce qui se passe avec la météo et la sécheresse. Mais nous, ça nous a fait un peu sourire, nous qui aimons boire un petit peu de vin avec modération. Tiens, allez, on va parler pas seulement de auto aujourd'hui. Oui, alors on va pas aller au salon de l'agriculture. Non, pas de... Mais on va aller au salon de la moto à Lyon. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'innovations aussi en matière de moto, puis c'est bien de temps en temps qu'on parle un petit peu de moto. Moto, exactement. On parlera par exemple de sécurité. Ouais, de sécurité avec des nouveaux airbags pour les motards. Exactement, et puis on parlera aussi des innovations casque moto. Donc voilà, amis motards, et souvent les motards de toute façon sont aussi automobilistes. Souvent, oui. C'est un peu moins vrai dans le sens contraire, mais c'est bien d'ouvrir cette émission également à tout ce qui roule. L'essai de la semaine, coup de cœur ou pas coup de cœur ? La Peugeot 408 1,2 litre PureTech. Alors oui, coup de cœur dans un sens, parce que finalement c'est une voiture qui est bourrée de qualité, avec un bémol à la fin. Est-ce que on va craquer pour une 408 quand tout le monde est fou amoureux de la 3008 ? C'est pas Parce faux. que c'est à peu près le même prix, c'est sur le même créneau. Alors le problème de la 408, c'est que c'est une grande voiture. Oui. Si vous avez un petit garage, vous ne pourrez pas la Oui, rentrer mais on est dedans. plus en berline, on n'est plus On en n'est SUV. pas vraiment en berline, on est à cheval entre les deux. Ah, j'aime bien, moi, faire du cheval. Ok, bon, on verra ça. Moi, à mon avis, je suis plus 408. Je craque pas trop sur le 3008, mais c'est très personnel. Nous allons aussi continuer, évidemment, de dédier cette émission à vous et à vous aider. On va avoir un énorme cas avec une histoire avec Audi. Oui, un monsieur qui a commandé son Audi en juillet 2021 et il ne voit toujours Pas ça. rien venir. Donc on a essayé de débrouiller un peu et on aura un représentant d'Audi avec nous. Voilà, c'est ça pour en l'émission. parler tout à l'heure. C'est ça aussi, on parle auto. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez besoin d'un coup de main ou même une question pratique ou simple. Ou vous faites comme l'a fait d'ailleurs cette personne avec sa problématique Audi. Vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr et évidemment, eh bien, nous vous contacterons et vous mettez bien on parle auto dans l'objet. Et puis on parlera aussi des 120 ans d'Harley Davidson, on parlera des voitures, des comment classiques dépenser cars, moins pour charger sa voiture électrique ? par exemple. Voilà une vraie question. Les pneus. On parlera des pneus avec un bilan de l'année 2022 et puis certaines conclusions qui peuvent être douloureuses d'ailleurs. Ah, bon, on parle de tout ça dans l'émission On parle auto avec vous jusqu'à 13h et vous nous rejoignez comme vous le faites déjà sur la page Facebook de Sud Radio où la communauté On parle auto est présente et vous aurez évidemment l'occasion aussi, dès que je parle français je vous le dis, de pouvoir vous exprimer en direct 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, eh bien, on va parler effectivement sécurité moto, parce que vous êtes vous-même motard, l'ami Jean-Luc. Oui, depuis toujours. J'ai même été motard avant d'être automobiliste, puisque j'ai commencé à faire de la mobilette, j'avais 14 ans. Voilà. Ensuite, après, je suis passé des La motos. mobilette, oui, vous aviez quoi, la Peugeot ? Non, alors j'ai commencé par une moto bécane, ça s'appelait le 94 TT. Trop bien. Voilà. Après, j'ai eu un Suzuki ER21. Voilà, vous savez tout de ma vie. Moi, j'ai appris à faire de la mobilette sur la fameuse 104 Peugeot de mes cousins. Ouais, mais j'ai toujours eu des deux roues tout au long de ma vie. Je compte même pas le nombre de motos que j'ai eu. J'en ai encore 3 d'ailleurs. Oh, vous avez quoi comme moto ? Alors j'ai un gros scooter 400 cm3 Honda qui est ma mobilette qui me sert à aller venir. J'ai une Kawasaki 1000 Z de 2003 qui est une moto superbe. Esthétiquement, c'est ça qui m'avait fait craquer. Et je me suis acheté un modèle vintage qui me faisait rêver quand j'étais gamin. J'ai acheté une Kawasaki 900 Z de 1973. Donc qui était à l'époque la moto la plus puissante et la plus rapide du monde. Émotion. Voilà. Allez, on va parler de sécurité, parce que qui dit moto, évidemment, on parle aussi de sécurité avec vous. Et on va en parler avec Frédéric Jourdain, qui est directeur commercial de Bering. Bonjour, monsieur Jourdain. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bonjour Frédéric, on va bien. Et vous présentez, alors vous êtes à Lyon, là, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de bruit, vous êtes sur le salon pourtant. Je suis sur le salon, mais je me suis isolé. Ah, vous êtes isolé, d'accord. Salon de la moto, remettons les choses pour ceux qui nous... Salon de la moto. À Lyon. Voilà, alors
les airbags pour les motards, ça existe déjà depuis un petit moment, mais Bearing présente à l'occasion de ce salon une nouvelle technologie d'airbag. Expliquez-nous. Voilà, alors Bearing présente le e-Protect Air, donc qui est un airbag électronique autonome, qui est une nouveauté sur le salon. Donc on lance cette nouveauté aujourd'hui. Donc c'est un airbag électronique qui offre 500 heures d'autonomie. Alors oui, on va revenir un peu, Frédéric, on va expliquer. S'il vous plaît. Jusqu'à présent, les airbags, bon, c'est comme une sorte de gilet qu'on enfile au-dessus de son blouson. Et les précédentes générations d'airbags, il fallait relier avec, alors je fais simple, un câble à la moto, c'est ça, et, voilà. et en cas d'accident, c'est le câble qui déclenchait le gonflage de l'airbag. Tout à fait, c'était des airbags mécaniques, et maintenant on est passé sur une nouvelle technologie, des airbags électroniques. Donc là, vous avez des capteurs qui sont dans ce fameux gilet et qui vont, détecter un choc, une chute. C'est comme ça que ça fonctionne. Une chute, une glissade, un choc, donc qui détecte l'accident et qui se gonfle directement suite à la détection. D'accord. Alors c'est un algorithme. Et si je fais le crétin J'aime bien si je fais. Si un motard fait le crétin avec sa moto, genre roue arrière, etc., il n'y a pas de risque de déclenchement? Non, il n'y a pas de risque de déclenchement intempestif. On a développé le produit pendant 4 ans. On a 2 ans de phase de test routière avec des professionnels, avec des cascadeurs, donc qui ont mis vraiment les motos dans tous les sens. Et effectivement, ça se déclenche vraiment qu'en cas d'accident. Ah, c'est vraiment en cas de choc, en fait. Ça repère le choc. Tout à fait. D'accord. Le choc ou la glissade. Ou la glissade. Et là, donc, alors vous nous disiez, il y a une autonomie de 600 heures, c'est quoi parce que évidemment il y a un déclenchement électrique dans l'airbag. Tout à fait. Donc le système est alimenté par 2 piles. Donc il y a une pile qui sert à déclencher l'airbag et il y a une pile qui sert à alimenter le système. Donc en fait la différence par rapport à nos concurrents, c'est que la pile permet d'avoir 500 heures d'autonomie. Donc on n'a pas à charger son airbag toutes les 20-30 heures comme certains autres modèles. Ça représente quoi 500 heures? Ça représente environ 1 an de roulage avec, on va dire, 2 heures par jour, fois 5 jours par semaine, fois 50 semaines environ dans l'année. Ça fait 500 heures. Mais là, il faut le mettre en route, hein, l'airbag, on est d'accord. Quand je mets le gilet, il faut l'activer. D'accord. Tu appuies sur un bouton Non, en fait, c'est une pression, c'est ça? Voilà, il y a un petit contacteur magnétique. Donc en fait, on a un contacteur qui sécurise par une pression. Donc une fois qu'on a mis le contacteur et qu'on a clipsé la pression, l'airbag est actif. D'accord. Et quand on descend de la moto, on le désactive. À partir du moment où on ouvre son gilet, ça désactive. Ça garde la batterie. Voilà, tout à fait. Okay. On a travaillé vraiment sur la consommation électrique, qu'elle soit le plus basse possible pour avoir la meilleure autonomie et éviter qu'on tombe en panne de batterie en cours d'utilisation et d'être protégé au maximum. La vraie question que j'ai à vous poser, parce que moi j'ai pas d'airbag moto, mais est-ce que c'est réellement efficace? Est-ce qu'on a des statistiques sur l'efficacité de ces gilets gonflables? Alors, au niveau des zones vitales, il y a 2 zones qui sont vraiment primordiales au niveau de la protection. C'est la tête et le tronc. Donc normalement, la tête, on a un casque, on est d'accord. Tout le monde est équipé d'un casque, mais en fait, les lésions les plus sévères avec la tête, c'est au niveau du tronc. Donc l'airbag permet de vraiment protéger des zones comme l'abdomen, le thorax, les cervicales, le dos. Et nous, notre airbag, on protège en plus le coccyx. Parce qu'en fait, on a un litrage qui est très très important sur notre airbag. On a plus de 20 litres. La plupart des autres marques font des litrages aux environs de 10-15 litres. Donc en fait, on a la plus grosse zone de couverture au niveau de la protection sur la partie du tronc. D'accord. Et vous avez des statistiques sur les accidents? Est-ce que, par exemple, les motards équipés d'airbag sont moins tués que ceux qui... C'est très très compliqué d'avoir des statistiques précises. Par contre, on a de nombreux témoignages parce qu'en fait, on a une large gamme d'airbags. On a un airbag mécanique. On avait aussi lancé en 2009 le premier airbag électronique au monde. Je dis ça sans prétention. Et en fait, on a beaucoup de témoignages de nos utilisateurs qui ont déclenché l'airbag suite à une glissade ou un choc. Et en fait, quand ils ont été relevés par les secours, avec leur expérience, ils leur ont dit si vous n'aviez pas eu l'airbag, là, c'était vraiment très compliqué. Ça vous a évité de lourdes séquelles. Question de Stéphane B sur la page Facebook de Sud Radio, dont nos co-animateurs, qui nous dit en cas de défaillance du système électronique, y a-t-il tout de même un déclenchement mécanique? Non, pas sur l'électronique. Tous les airbags électroniques, ce sont vraiment des capteurs. Donc, il n'y a pas de roue de secours sur l'électronique, mais ça, c'est valable sur tous les modèles du marché,
Si l'électronique se met en panne ou hors service, il n'y a pas de second choix. Frédéric, j'ai une question un peu particulière. Alors, boucher les oreilles des enfants. Mais bon, si j'ai une amie qui a déjà 2 gros airbags d'installer à demeure... Mais non mais est-ce qu'on peut mettre le gilet quand même dessus? Ben oui. Alors, il n'y a pas de test vraiment fait sur ces sujets-là. Donc, par sécurité, on va dire que non. Après, si ce sont mais c'est une bonne question, alors. Des prothèses mammaires de taille correcte, on va dire que oui. Après, il ne faut pas que ce soit non plus disproportionné. D'accord. Donc, mais en fait, l'airbag est conçu et déjà est unisexe, est disponible de tailles XS au 4XL. Donc normalement, il est censé couvrir toutes les morphologies. Ouais. En tout cas, c'est une bonne question. On peut quand même mettre l'airbag. Non, puis c'est d'autant plus une bonne question. Là, je vous ai un peu taquiné, l'ami Jean-Luc, au départ, parce que je sais où est-ce qu'il va. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des prothèses, donc ou médicales ou par choix esthétique. Et regardez, on a notre ami Bastien qui vous met le fameux. Je croyais qu'il nous mettait des prothèses en R, la nouveauté de Behring, dont on a Frédéric Jourdain, le directeur. On le met sur la page Facebook de Sud Radio. Bon, Frédéric, la dernière vraie question, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, l'airbag vaut 299 € avec un système d'abonnement à 11,99 € par mois. Et alors, pourquoi l'abonnement? Pourquoi? Parce que ça rend l'airbag vraiment plus accessible. Il faut savoir aussi que la plupart des acheteurs d'airbags électroniques choisissent la formule d'abonnement. Donc, un peu comme j'abonne ma voiture. Okay. Tout à fait. Ça permet de démocratiser le système. Si le client ne souhaite pas le système d'abonnement, il peut l'acheter à 599 €. Et là, il n'y a pas d'abonnement mensuel. Alors, en sachant que l'abonnement est vraiment très très souple, parce qu'il n'y a pas de durée d'engagement, le client, il peut résilier à tout moment, ou il peut couper son abonnement sur une période où il n'utilise pas l'airbag. Et l'abonnement est de combien, en fait? 11,99 € par mois. Oui. La sécurité n'a pas de prix. Ça a une durée de vie, comme les airbags de voiture? Il n'y a pas vraiment de durée de vie. Après, au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 5-6 ans, si l'airbag n'a pas été utilisé, on peut quand même nous le vérifier, c'est-à-dire que le système électronique est toujours actif, que la bonbonne est bien active, vérifier aussi les batteries. Ça, on a tout un système de service après-vente qui permet de vérifier le bon fonctionnement de l'airbag. Parfait. Vraiment merci. Donc ceux qui sont intéressés pourront vous retrouver sur le stand Behring au Salon de Lyon qui a lieu jusqu'à demain soir. Exactement. Jusqu'à demain. Et si jamais vous... Oui. On est présent et on attend les visiteurs pour les renseigner sur ce produit. Et si nous n'avons pas la chance d'aller à Lyon, il y a un site internet, Behring, B-E-R-I-N-G. Voilà, behring.fr, où vous retrouvez toutes les informations. Merci beaucoup Frédéric Jourdain. Merci Frédéric Jourdain. Merci à vous. Et merci, ça coule de source, puisqu'après le Jourdain, on va parler toujours de sécurité. Pardon. Sécurité moto. Excusez-moi Frédéric. Est-ce qu'il faisait de la prose? Rendez-vous avec la sécurité. On va parler des innovations dans les casques moto. C'est sur Sud Radio. On parle auto et on parle moto aussi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et en raison du salon de la moto qui se tient à Lyon actuellement, l'émission devient aussi On parle moto en partie, pas évidemment uniquement. Rendez-vous sécurité tout de suite. Vos questions ou vos réactions, amis motards, vous êtes attendus aussi au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Vous retrouvez l'émission en direct. On parle sécurité avec les innovations dans les casques moto. Bonjour Vincent Béton. Bonjour Laurence et Jean-Luc. Bonjour Vincent, manager commercial de Shark France. Laurence, Shark, c'est requin. Requin. Shark, et c'est d'après vous, c'est quelle nationalité Shark? Comme ça, à froid, je me dirais que ça pourrait être allemand. Eh ben, je vais dire non, je vais dire que c'est français, monsieur. Oui, c'est français. Et c'est même un des leaders des casques dans le monde, Shark. Et d'ailleurs, mon casque, moi, de moto, c'est un Shark. Et je roule avec des casques Shark depuis, je vais dire 25 ans. Avant, j'étais chez une marque japonaise que je ne citerai pas. Vincent, vite fait, un petit historique de Shark. Alors Shark, nous avons fêté nos 30 ans il y a 1 an et demi, 2 ans, donc on va vers nos 32 ans, on est le bel âge de raison. Vous l'avez dit tout à fait, nous sommes une marque française et marseillaise aussi, en véritable sudiste, créée par 2 frères passionnés de la moto et passionnés de course depuis toujours. Et on a un ADN racing depuis longtemps, puisque on a évolué avec tous nos pilotes moto,
de Raymond Roche à Olivier Jacques et puis plus précisément Johan Zarco que nous recevons justement tout à l'heure sur notre stand au Salon de Lyon. D'accord. Notre pilote de MotoGP. Alors, qu'est-ce qui a évolué dans les casques depuis les casques du début du XXe siècle, qui ne devaient pas protéger beaucoup, et les casques modernes aujourd'hui? Vous parliez de la compétition. Est-ce que la compétition a apporté des choses au casque du motard, du motard tout le monde? Oui, bien sûr, effectivement, à plusieurs points de vue, puisque on fait vraiment ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire des produits qu'on va développer pour la compétition, qui vont ensuite revenir pour l'utilisateur, monsieur tout le monde du quotidien. Et puis sur les matériaux, on travaille beaucoup. Un casque, il faut savoir qu'on va avoir 2 catégories de casques. Des casques en fibre de carbone, en fibre d'aramide, plutôt légers et plutôt destinés à la compétition et à l'utilisation au long cours. Et puis des casques en polycarbonate, plus vulgairement appelés plastiques, et donc qui sont plutôt destinés à l'entrée et au milieu de gamme. Pour des parcours un peu plus réduits, je dirais. Et dans les 2 catégories, les matériaux ont largement évolué ces 20 dernières années, avec notamment l'arrivée du carbone, que vous connaissez bien. Le carbone qui est un petit peu le diamant du motard. Le motard adore le carbone et nous aussi. Alors, juste avant, Laurence aussi aime beaucoup le diamant. Vrai, le diamant. Si vous en avez qui traîne, vous débarrassera gratuitement. C'est gentil. Juste avant, on évoquait les airbags moto sans pouvoir donner de chiffres sur la baisse de la mortalité grâce à eux. Est-ce que les progrès des casques, on peut les quantifier de ce côté-là? Alors oui, effectivement, un peu plus, puisque il y a quelques années, on travaillait en étroite collaboration avec un label qui s'appelle le Sharp. Alors rien à voir avec Shark, avec un P à la fin, qui est un label qui a été développé par le ministère du Transport anglais pour justement faire attention sur toute la partie, je dirais un peu importation sauvage de produits, un petit peu de moindre qualité, et avec donc ce fameux label Shark avec un nombre d'étoiles destiné à plus je vais avoir des un peu comme Euro NCAP avec les voitures. Ouais, quoi. Exactement, un peu comme l'Euro NCAP avec l'automobile. Et là, on a des statistiques où plus le casque va être absorbant, puisque en fait, on a toujours tendance à penser que le casque doit être une armure indestructible, alors que c'est l'inverse. Il doit se déformer pour absorber l'énergie. On est là pour détruire le casque et pour protéger ce qui est à l'intérieur, et pas l'inverse. Et donc effectivement, on a largement évolué là-dessus. Et on sait que quand on évolue d'1 ou 2 étoiles sur ce test, on arrive à réduire les blessures résiduelles au crâne et au cerveau entre 50 et 70%. Ah oui, quand même. Ah, c'est vraiment très important. Donc tout à l'heure, on parlait, j'entendais une marque française aussi qui parlait de sécurité avec l'airbag Bering. C'est un petit peu pareil. On doit vraiment aller se protéger au maximum pour absorber toute cette énergie lors de l'accident. D'accord. Un casque, ça a une durée de vie limitée. Il faut le changer au bout de combien de temps? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, il y a cette fameuse, j'ai entendu que vous étiez motard, il y a cette fameuse utilisation des 5 ans. On est tous différents. Si vous roulez, si vous faites 100 000 km par an ou si vous faites 2000 km par an, j'aurais tendance à dire ne s'use quand on s'en sert. Oui, effectivement. Oui. Après, votre casque, il faut effectivement, bien sûr, en prendre soin. Ne pas le stocker au soleil, ne pas le stocker au fond de votre cave humide. On est sur effectivement une durée d'utilisation entre 3 et 5 ans. Mais si vous en prenez soin, voilà. Il y a pas il se passe rien. C'est comme dans la boîte de conserve, il se passe rien dans la nuit de la date de péremption. Et côté prix, alors du coup, côté prix, on va de combien à combien dans la gamme Shark? Effectivement, dans la gamme Shark, on est un constructeur extrêmement polyvalent. On commence à 169 € pour terminer à 1149 € avec des produits très haut de gamme, carbone, avec une étude aérodynamique importante. Le casque que va utiliser nos champions dont je vous parlais tout à l'heure en MotoGP. Oui, c'est les mêmes casques d'ailleurs. C'est les mêmes casques qui sont utilisés par les champions Alors, que ceux qu'on peut acheter. Voilà, bien sûr, de nos modèles haut de gamme, c'est effectivement les mêmes calottes extérieures, les mêmes polystyrènes absorbants à l'intérieur. Simplement, on va mettre des mousses, on va faire du sur-mesure, on va mettre des mousses à densité plus importante pour avoir une tenue
puisque au quotidien, je ne sais pas vous, mais moi, je ne roule pas à 362 km/h. Le record de vitesse de notre fameux Jean-Louis Zarco, voilà. On a une question également sur la page Facebook de Sud Radio. On nous demande si l'inspiration vient de la compétition. La compétition, vous nous en avez parlé, vous avez quand même beaucoup issu de la compétition et des Grands Prix moto. Voilà, c'est plus ça, vous, qui vous a inspiré. Alors oui, effectivement, l'inspiration vient pour la gamme routière et sportive de la compétition. Mais on a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très polyvalent. On va faire aussi des casques jet, des casques ouvrables et des casques modulables, qui vont être ou jet ou intégral. Nous sommes d'ailleurs les inventeurs, en 2008, de la fameuse double homologation. On a été la première marque à pouvoir avoir un casque et homologué en jet et homologué en intégral. D'accord. Et là, sur le salon de Lyon, on annonce aussi une première mondiale, puisqu'on on lance le premier casque avec un accéléromètre embarqué. Et l'accéléromètre va vous permettre de détecter le freinage. Et en fait, il va avoir des LED qui s'allument et qui clignotent de façon plus ou moins intense pour signaler votre freinage. Waouh! Bon, sapin de Noël, quoi, maintenant. Oui, comme votre voiture. Je ne sais pas si vous qualifiez votre voiture de sapin de Noël. Non, mais je taquine, mais c'est vrai que la sécurité... non, mais c'est très bien. Bien sûr. D'un seul coup, il y en a qui vont enfin voir la tête, qui vont avoir des lumières dans la tête. C'est cool. Merci beaucoup. Non, mais je taquine encore. Merci, Vincent. Non, c'est top, Vincent. Bravo. Et puis, vous ferez la bise à nos amis en commun, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait plein d'amis en commun. Effectivement, avec plaisir. On vous attend nombreux sur notre stand pour découvrir le Squall i3. Voilà. Le Squall, pour une marque qui s'appelle Shark, ça fait beaucoup de requins. Voilà, exactement. On est là pour vous. Le salon de la moto de Lyon, où l'on peut retrouver également nos amis de chez Shark et Vincent Béton, qui viennent nous parler des innovations dans les casques moto. Allez, on revient à la voiture dans quelques instants avec l'essai de la semaine. Et quant à vous, vous avez des questions à poser, on vous donne la parole dans quelques minutes également. 0826 300 300. Il y a Jordan qui vous attend au standard de Sud Radio. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Dans quelques instants, on vous accueillera également au 0826 300 300 pour poser vos questions. On prend le volant avec l'ami Jean-Luc, et d'ailleurs les vidéos sont disponibles sur la page YouTube de Sud Radio ou directement grâce à notre ami Bastien sur la page Facebook. Quelle jolie voiture, l'ami Jean-Luc. La Peugeot 408, 1,2 litre PureTech 130, c'est le modèle de base. J'écoute les auditeurs qui me disent on n'a pas de sous pour acheter des trucs chers, donc j'essaye autant que possible les modèles de base. Un véhicule un peu atypique, qui rentre dans aucune case. C'est pas un SUV, c'est pas une berline, c'est pas un break, c'est une berline haute avec ce qu'on appelle un profil fastback. Alors c'est une voiture qui est longue, 4,69 m, avec une garde au sol plus élevée qu'une berline normale, 19 cm, alors que c'est 15 cm habituellement pour une berline. Elle a des grandes roues de 19 pouces et son arrière fuyant, c'est ça qu'on appelle le fastback. Alors, une ligne agressive qui fait tourner les têtes, on peut le dire. Oui, moi on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore. On est dans un camp ou dans l'autre. Bon, l'avantage c'est que comme c'est une grande voiture, d'abord, on a un très grand coffre, 536 litres, c'est plus que sur les SUV de la marque, et puis des places arrière qui sont généreuses, c'est même plus généreux que dans le 5008. Le 5008, c'est le modèle qui est au-dessus du 3008, je vous le rappelle. On a l'impression d'être dans une limousine, un peu à l'image de la Citroën C5X, qui est sa cousine. Donc on voit, là pour ceux qui sont sur l'image, on voit les places arrière. Il y a vraiment de la place. Alors, si le style extérieur est totalement inédit. Bon, il y a certaines pièces quand même qui sont empruntées à la 308. Il y a le capot, il y a le pare-brise. C'est la même chose à l'intérieur. La planche de bord, c'est celle de sa petite sœur, la 308, à quelques détails près. On va pas s'en plaindre parce que il y a des choses bien, c'est très high-tech, c'est chic en même temps, avec un bandeau en tissu sur la planche de bord que j'aime beaucoup. Et puis en plus, la 408 bénéficie de la dernière version du système d'infodivertissement avec un meilleur graphisme. Il est également plus réactif. Il y a aussi des touches tactiles de raccourcis programmables, c'est pratique. Et puis des touches physiques pour les fonctions essentielles comme la climatisation de l'habitacle. Peugeot, sur ce point, est revenu en arrière par rapport à la première 308 qui avait poussé
pousser le bouchon un peu loin. Et sur ce... Moi, je veux pas y arriver. Vous aviez bien râlé là-dessus. Voilà, ouais, j'avais bien râlé. Bon, évidemment, comme sur la 308, l'affichage des compteurs fait appel à ce que Peugeot nomme le fameux high cockpit, avec des compteurs en hauteur et un tout petit volant. Alors, ça peut parfois masquer les compteurs suivant la morphologie de chacun. Bon, moi, ça me gêne pas, donc je trouve ça plutôt bien. Traditionnel chez Peugeot, on a un sélecteur de conduite avec 3 modes, sport, normal, éco. Et encore plus traditionnel, sous le capot de notre modèle d'essai, on a le 1,2 litre PureTech 130 chevaux qui exclusivement a couplé une boîte automatique à 8 rapports. Simplement, dommage que ce soit pas la nouvelle version du moteur. On en parlera bientôt. Alors, comme l'esthétique, la position de conduite, elle est plutôt atypique. On est plus haut que dans une berline, mais moins haut que dans un SUV. Ce qui compte, c'est qu'on est bien installé et la voiture se montre surtout très confortable. Et puis, c'est une Peugeot, donc le comportement est excellent. Il fait même référence en matière de compromis confort, tenue de route. À la limite, on peut trouver la voiture un peu moins dynamique que la première génération de 308, mais il ne faut pas oublier que c'est une familiale, c'est un véhicule en plus qui pèse 1410 kg, même avec le petit moteur. Donc non, franchement, ça fait le job. Ce qui fait le job aussi, c'est le petit moteur 130 chevaux, il s'en tire pas trop mal, hormis sa sonorité quand vraiment on le sollicite pour accélérer, pour doubler, pas très agréable. En revanche, la boîte, elle est à la fois réactive, et puis si vous trouvez pas assez réactive, il y a des palettes au volant pour changer les vitesses. Elle est surtout très douce. En agglomération, il faut penser à se mettre sur la position éco du sélecteur pour éviter d'avoir des à-coups au passage des rapports. Alors côté défaut, il y a un truc, côté défaut, il y en a. Il y a d'abord la rétrovision centrale qui est vraiment mauvaise. C'est dû à cet arrière fuyant. En fait, vous avez une toute petite lunette arrière, ça fait une meurtrière, donc on voit pas bien ce qui se passe derrière. La voiture est également, elle est silencieuse sur route lisse. Mais dès que vous avez un revêtement qui est rugueux, je suis allé dans les Hauts-de-France et là-bas les routes sont un peu rugueuses, et c'était bruyant. L'auto est aussi gourmande en ville, on peut atteindre 8 litres au 100. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite hybridation. Ça va venir, mais je vous disais tout à l'heure, dommage qu'on n'ait pas les nouvelles versions de moteur. Ça, c'est peut-être que ça arrivera. Paradoxalement, elle est moins gourmande sur autoroute. 7 litres 2 au 100 à 130 km/h. Pourquoi ? Parce qu'on est à un régime très bas. Grâce à la boîte 8 vitesses, on est à 2300 tours. Le couple du moteur de 130 Nm à 1750 tours minute est suffisant. Donc, on a un moteur qui tourne pas vite. On consomme peu sur autoroute. La conso moyenne, 7 litres au 100. C'est moins qu'un Peugeot 3008. Et de toute façon, on va forcément comparer cette voiture au Peugeot 3008, puisque c'est une familiale également, et qu'elle est pratiquement dans les mêmes tarifs. Cette finition Allure Pack coûte 38 700 €, à peu de choses près. On est au prix, prix d'un 3008. La question c'est, est-ce que, c'est une grande voiture, est-ce que vous allez préférer ça à un 3008 ? Voilà, c'est ça qui fera la différence au moment du choix. Moi, je préfère ça. Voilà. Mais c'est très personnel et puis c'est chacun. Chacun ses goûts. Moi, je suis pas fan du 3008. Mais c'est une bonne auto. Elle est jolie en plus. Oui. Elle a du caractère, on va dire ça comme ça. Merci à Bastien, notre réalisateur, d'avoir passé quelques extraits de l'essai complet réalisé par Jean-Luc Moreau lors de son essai que vous retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Et quant à nous, maintenant, on va vous donner la parole au 0826 300 300. Vos questions, vos besoins, vous êtes les bienvenus ou par mail, jeparticipe@sudradio.fr. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Il y a des questions sur la page Facebook, des réactions suite à votre essai, l'ami Jean-Luc. Stéphane qui demande est-ce qu'il y a un V6 de prévu sur les motorisations ? Non, V6, non. Il n'y aura plus jamais de V6 sur les voitures françaises. D'accord. André qui dit hello Laurence et Jean-Luc, qu'en est-il de la fiabilité des Peugeot ? Alors il y a des hybrides rechargeables qui sont beaucoup plus puissants, mais ça reste avec du moteur 4 cylindres. D'accord. André nous dit qu'en est-il de la fiabilité des Peugeot ? Alors c'est une bonne question parce que justement, quand je disais, c'est dommage qu'on ait encore l'ancienne version du PureTech, moteur 3 cylindres, qui a connu pas mal de problèmes, en particulier avec sa fameuse courroie de distribution qui trempe dans l'huile. Et là, il y a une nouvelle génération de PureTech, le nouveau 3008 qui vient d'être présenté, a une nouvelle génération de ce moteur qui a une chaîne de distribution et qui gomme tous les défauts de la précédente génération et qui en plus a une hybridation 48 volts, une hybridation légère. Et je ne comprends pas pourquoi Peugeot n'a
n'a pas présenté la 408 avec cette motorisation. Voilà. Là, il y a un truc qui m'échappe. Voilà, vous avez vu, Facebook, ça peut être aussi un très joli vecteur de questions, de réactions en direct. La page Facebook de Sud Radio, bien évidemment, vous nous retrouvez en direct. Salut Annie. Oui. Bonjour Annie. Bonjour Annie, j'adore ce prénom. Ma tata s'appelait Annie. Et je crois que vous avez une très jolie voix qui fait du bien. Ah bon. Ah oui, vous appelez d'où? Il y a du soleil. Vous êtes où Annie? Pardon? Vous êtes où? Dans le Médoc. Oh, ben voilà. Aïe. On n'aime pas du tout, mais pas du tout. On vous écoute. On va parler voiture parce que vin, c'est après 13h sur Sud Radio. Bon, j'ai pas compris ce que vous avez dit parce que j'étais. Non, mais parce que Laurence préférerait parler vin, mais bon, là on va écouter votre question voiture. Ouais. Voilà, pas de vin. D'accord. Alors moi, c'était, comme je vous ai dit, c'était au sujet de ma révision. Oui. Opel toute neuve. D'accord. Vous avez quoi? Une Opel Corsa, c'est ça? Opel Corsa automatique. D'accord. Donc avec un moteur essence PureTech, justement? Oui, tout à fait. Voilà. Vous avez quoi, 100 ou 130 chevaux? Pardon? 100 chevaux, d'accord. Oui. Ouais. Donc avec une boîte automatique à 8 vitesses, vous avez fait la révision et... Oui, et j'ai été surprise de payer le montant de 303,42 €. Oui. Ça vous fait sourire, pas moi. Non, mais c'est les pieds nerveux, vous savez. Non, mais qu'est-ce qui vous paraît bizarre dans cette facture? Le prix de l'huile. Alors, tiens, parlons de l'huile, justement. Parce que je viens d'expliquer que ce moteur, il avait un talon d'Achille qui est en fait sa courroie de distribution. Qui baigne. Qu'on appelle une courroie humide, parce qu'elle baigne dans l'huile. Et, alors, Ford avait déjà, avant PSA, fait un moteur qui avait des caractéristiques à peu près similaires en termes de courroie de distribution, et ils ont eu aussi au début des problèmes. PSA a eu de gros soucis, et ce moteur nécessite une huile très spécifique, et si vous ne mettez pas la bonne, ça va dissoudre la courroie dans l'huile, et ensuite ça va boucher ce qu'on appelle la crépine, donc aspire l'huile au fond du moteur, vous allez casser votre moteur. Il y a eu beaucoup de pannes moteurs liées à ça. Donc il faut être extrêmement scrupuleux sur la qualité de l'huile. Il faut une huile qui soit une 0W30, c'est peut-être du chinois pour beaucoup, avec une spécification qu'on appelle C2, c'est-à-dire vous prenez votre carnet d'entretien et vous ne sortez pas de la préconisation du constructeur, sinon vous risquez de vraies pannes. Le souci, c'est que cette huile qui est développée pas spécifiquement pour ces moteurs-là, mais pas loin, et bien évidemment, elle est plus chère qu'une huile plus traditionnelle. Donc, ça explique déjà le prix. Ça explique déjà le prix de l'huile. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est la première chose. Et vous ne pourrez pas en sortir. Ça veut dire que vous allez être obligé à chaque fois de payer une huile qui est chère, parce que si on veut la fiabilité sur ce moteur, c'est la solution. En plus, alors vous avez une Opel, mais on va dire les PSA, Stellantis, même pour aller plus loin, impose une révision tous les ans. Justement à cause de cette fragilité entre guillemets de cette mécanique. Donc ça veut dire que tous les ans vous allez passer à la caisse et tous les ans ça va vous paraître cher. Mais bon, ça c'était vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Même si vous allez dans un centre auto où vous garderez le bénéfice de la garantie, vous serez obligé d'avoir une huile comme ça qui va coûter cher. Bon, déjà ça c'est une première partie. Oui, d'accord. Voilà. Donc je suis désolé, mais vous êtes un peu coincé. Bon, après. Bon, il faudra que je change de voiture. Non, je suis contente de la mienne. Non, mais c'est très bien. En plus, non, la Corsa en boîte automatique, c'est franchement sympa, mais c'est vrai que malheureusement, l'entretien sur ce moteur-là est un peu plus cher que sur d'autres véhicules. Vous parlez d'un entretien annuel, mais ça dépend pas du nombre de kilomètres qu'on fait? Alors, c'est un certain nombre de kilomètres ou annuel, mais bon, en général. Vous roulez beaucoup, Annie, vous? Non, pas beaucoup, parce qu'on a fait 6500 km en un an. Bah voilà, mais vous serez obligé de passer tous les ans. On roule plus, là, mon mari est très malade, donc on roule plus beaucoup. Eh ben, on vous envoie plein de tendresse je suis désolé, plein de tendresse et de câlins de la part de toute l'équipe. Mais c'est pas une escroquerie de votre concessionnaire, rassurez-vous. D'accord. Je vous remercie
infiniment. On vous embrasse fort et embrassez bien monsieur. Je vous écoute, je suis tout oui. Et bonjour. Parler des voitures, j'adore. Ah bah super. Merci Annie. Et on embrasse aussi tous les... On dit les Médocains ou les Médoquais? Les Médocains, je crois. Hein, les gens du Médoc. On va poser la question, on va vous Annie, vous êtes toujours répondre là sur Facebook. Je suis Lorraine d'origine, hein, donc... Ah, elle est Lorraine. Bah voilà, d'accord. Ah bah. Bon, bah alors vive les Lorrains aussi. Aussi Allez. une région de vin. Vous me direz quelles ne sont pas les régions Et vive toutes viticoles les en régions France. qui sont en ce moment sur le salon de l'agriculture. Et vous savez que Sud Radio y est souvent. Là, il va y avoir plein d'émissions qui vont se faire en direct. Allez, on y va, on vous quitte. On continue évidemment dans quelques instants avec vous de parler auto 0826 300 300. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et d'environnement aujourd'hui avec cette question, comment dépenser moins pour charger sa voiture électrique? Si vous venez de nous rejoindre, on parle auto avec vous jusqu'à 13h. Bonjour François Gatineau. Bonjour François. Bonjour. Président de Mobilise. Un mot sur Mobilise? Oui, oui, Mobilise avec 2 E. Voilà. C'est un cabinet de conseil et un bureau d'études techniques certifié AFNOR. Donc on allie les deux pour le meilleur sur la mobilité électrique et pour accompagner entreprises, collectivités et copropriétés. Donc vous êtes un petit peu indépendant. Alors on peut vous demander votre avis. D'abord, le meilleur plan pour charger sa voiture électrique, on est d'accord, ça reste son domicile. Exactement, à la maison et si possible aux heures creuses. Donc la nuit, quand le réseau électrique est très peu sollicité, c'est là que c'est le meilleur plan. Aujourd'hui, on est à 16 centimes le kilowattheure en heure creuse pour un abonnement de base. D'accord. Donc contrairement à ce qu'on a pu lire ça et là, ça reste beaucoup moins cher de charger une voiture électrique, en tout cas à son domicile, que de faire un plein d'essence sur un véhicule thermique. Ah oui, bien moins cher. On est à 3-4 fois moins cher. D'accord. Alors ensuite, quand on sort de chez soi, il y a plusieurs possibilités qui sont offertes quand on n'est pas à la maison pour recharger. Quelles sont les plus intéressantes? Est-ce que on a intérêt à faire de la charge lente, de la charge rapide, de la charge ultra rapide? Et pourquoi les tarifs sont complètement différents d'une borne à l'autre? Alors c'est vraiment effectivement une question d'usage. Donc si vous avez le temps, vous allez en week-end et vous avez le temps, en posant la voiture, de trouver des bornes de recharge en courant alternatif, plus lentes, donc à charger, eh bien là vous pouvez avoir des tarifs entre 30 centimes jusqu'à 55 centimes, ça dépend des différents fournisseurs. Mais en cherchant bien, vous avez sur les applications les tarifs qui sont affichés. Donc là, optez pour ce type de charge qui sera quand même moins coûteuse. Et puis sinon, mais là, il faut avoir le temps, par contre. Oui. Hein. Faut avoir le temps. Par exemple, pendant la nuit, vous êtes en week-end quelque part, vous posez la voiture. Sinon, recharge rapide, vous êtes plus pressé. Donc là, selon les caractéristiques du véhicule, vous allez pouvoir charger entre 20 et 40 minutes, donc le temps d'une pause. Et là, par contre, les tarifs sont plus élevés puisque ça englobe un service, les investissements de la station de charge qui est quand même conséquente. Donc forcément, vous êtes sur des tarifs plus élevés, de l'ordre de 45 jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 90 centimes, ça dépend vraiment des stations. Mais il y a déjà des petites choses assez sympathiques qui sortent là. Ça va baisser, ça va baisser. On est d'accord, François, parce que en fait, on a vu les tarifs qui ont explosé avec le coût de l'électricité, puisque les sociétés, qui vous fournissent l'énergie à ces stations de charge ultra rapides, n'avaient pas de bouclier tarifaire, et désormais le bouclier tarifaire va s'appliquer pour elles. Donc ça veut dire que ça va faire beaucoup baisser le coût des recharges. Exactement, donc il y a eu une inflation aussi très forte de ce côté-là, parce que forcément, ils n'avaient pas les couvertures sur les achats de tarifs d'électricité. Donc là, maintenant, le bouclier tarifaire, depuis une semaine, ça a été annoncé qu'il s'étend aussi aux services de recharge. Donc là, on va pouvoir tomber sur des tarifs plus intéressants. Et en plus, le tarif de gros, à l'heure actuelle, il s'est vraiment stabilisé vers le bas. On était à 1 000 € le mégawattheure il y a quelques semaines. On est tombé maintenant à quelque chose de plus... C'est quoi, 150 euros? On est 150 là aujourd'hui, un petit peu en dessous, juste 149. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 centimes le tarif de gros. Donc on est sur des tarifs assez équivalents aux tarifs réglementés. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est quand je charge à l'extérieur, que je charge en pleine journée ou aux heures de pointe ou que je charge la nuit, c'est le même tarif. Oui.
Pourquoi c'est pas tout à fait normal, ça? On pourrait innover en termes de pratiques de tarifs, parce que là, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la flexibilité sur les tarifs d'électricité permettrait justement d'offrir des services où c'est moins cher la nuit, où c'est moins cher en heure creuse. Et puis au tarif de pointe, pourquoi pas dire, il y a beaucoup de monde, donc les tarifs sont un petit peu plus élevés, et c'est normal qu'un commerçant raisonne comme ça. J'ai une question d'ailleurs, parce qu'on parle de voitures électriques là pour les particuliers, mais ça marche aussi pour les utilitaires, pour les professionnels? Ah, c'est pareil, oui, c'est pareil, c'est la même chose. C'est le même électron, en fait. Ouais. Si je recharge au bureau, est-ce que c'est considéré comme un avantage en nature? Alors, il y a justement, pour l'instant, la législation dit qu'avantage en nature égale à 0 pour la recharge électrique en entreprise. C'est dans le plan de finances 2023, c'est encore valable. Donc si mon employeur a mis des bornes à disposition dans le parking, j'arrive, je branche ma voiture électrique. Même si je fais fonctionner chez moi l'aspirateur, la machine à laver avec la batterie de la voiture, ce qui est possible sur certains modèles, c'est pas un avantage en nature. Je peux faire le plein chaque jour au boulot et faire tourner ma maison derrière avec de l'électricité gratuite, en fait. C'est pas considéré comme tel. Après, ça va être la discussion que vous allez avoir avec votre entrepreneur, avec votre patron qui va vous dire, ok, je vous accorde ça dans le package, ou alors, je vous le fais payer parce que c'est normal, vous utilisez de l'énergie de l'entreprise. Est-ce que mon patron, il va vérifier que je charge tant de kilowattheures chaque jour avec ma voiture électrique? Non. Il peut le faire. Il peut le faire. On a des plateformes de supervision qui disent très exactement ce que chaque session de charge a consommé. Donc tout ça c'est connu, on peut vraiment faire. Après, c'était vraiment pour pousser entre guillemets à la consommation, c'est-à-dire pour développer l'électrique. C'est pour ça que ça fait partie de la loi des finances, quoi. Exactement, c'est pour justement faciliter. Et puis c'est aussi un moyen d'attirer les gens dans cette politique de transition écologique, de pouvoir dire moi j'ai des talents, je veux les garder avec moi, je vais leur offrir ces avantages. Voilà. Donc la bonne nouvelle, François, à retenir de cette intervention, c'est que les tarifs de recharge doivent normalement baisser de façon conséquente là dans les jours qui viennent. Si c'est pas le cas, c'est le fournisseur qui est un peu qui profite un peu de. Il faut modérer ça parce que souvent les achats sur contrat d'énergie sont des achats à 1 an. Donc peut-être que l'engagement qui a été pris à un moment donné sur des tarifs a été élevé et la correction ne pourra pas se faire immédiatement. Donc quelquefois ça peut être sous quelques mois. Mais quelqu'un qui achète bien et qui son électricité va pouvoir effectivement baisser ses tarifs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci François Gatineau, président de Mobilise. Mobilese. Merci. Bonne journée à vous. Bon week-end à vous. Allez, dans quelques instants, vos questions au 0826 300 300. Et je vous rappelle également que nous ouvrons l'antenne à midi pour la première personne parmi vous qui appellera, par exemple, pour poser sa question également en direct, juste après le journal. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Tout de suite, on va rencontrer Elisabeth. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Nous accueillons Elisabeth sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour à vous. Merci pour votre émission de toujours de grande qualité. Ah, merci beaucoup. Merci à vous surtout de l'écouter, sinon elle n'existerait pas. Bim. Vous habitez où vous Elisabeth? Alors moi j'habite à Perpignan, ça doit s'entendre un peu. Non, c'est tellement joli. On vous écoute. Alors voilà, j'avais envoyé un mail parce que j'ai acheté une Toyota Yaris hybride l'année dernière, avec très peu de kilomètres. Bon, difficile de trouver une occasion à ce moment-là. Première mise en circulation 22-2018. J'ai choisi l'option extension de garantie, pensant naïvement que la batterie était comprise. Bon. Vous parlez quoi? Vous parlez de la batterie hybride, la grosse batterie? Oui, c'est ça. Bon, mais en fait, vous avez déjà une garantie 5 ans et 100 000 km sur la grosse batterie. Hein. C'est ça, mais elle a déjà... là, elle arrive sur ses 5 ans, la voiture. Alors, la question que je me pose, j'ai compris en appelant Toyota que chaque année, pendant 4 ans, je pouvais renouveler l'extension de garantie sur cette grosse batterie. Mais moi, en fait, si vous voulez, ne vous moquez pas, je suis du style à acheter une voiture, à la garder 10 ans, parce que je roule relativement peu. Mais on va pas se moquer, au contraire. Non. Non, alors bon, déjà là, avec si tous les ans vous faites, en fait, il y a un diagnostic batterie qui est fait. Si vous emmenez votre voiture chez le concessionnaire et ça vous prolonge d'1 année encore la garantie sur la batterie. Et puis surtout, ce que je vais vous dire,
c'est que, alors moi, c'est pas une Toyota, c'est un Lexus, mais il est de 2005, il a toujours sa batterie d'origine. Donc, voyez vos 10 ans à côté, c'est même petit. si vous gardez votre voiture longtemps, on sait très bien que les batteries... c'est l'avantage alors je vais dire Toyota pour faire simple, c'est que leur première hybride, elle est sortie, la Prius, en 1997. Ils ont peaufiné la stratégie de charge et décharge des batteries. Les Japonais sont des gens très prudents et ils ont mis vraiment tous les atouts de leur côté pour la longévité maximale de ces batteries qui ont une technologie en plus différente des batteries des voitures électriques aujourd'hui. On sait que la durée de vie minimale de ces batteries-là, c'est 15 ans. Mais elle peut aller nettement au-delà. Vous pouvez faire 20 ans avec votre batterie. Si vous ne faites pas n'importe quoi, vous pouvez faire 20 ans. Alors, oui, d'accord, parce que moi j'avais lu sur le site que c'était 10 ans. Alors, quand vous dites alors vous voyez, dans un souci d'écologie, j'ai aussi un vélo. Est-ce que je suis obligée d'utiliser quotidiennement ma batterie Non, pas du tout. Mais non. Voilà, pour avoir les bonnes infos, on écoute sur radio le samedi. On lit tout et n'importe quoi. La stratégie, je vous disais, de Toyota, très fine, fait que cette batterie, elle sera jamais en dessous de 30%. Qu'est-ce qui fait que les batteries meurent assez rapidement ? C'est trop de charge. Donc si je charge au-delà de 80%, ça les abîme. Et si j'ai trop de décharge, une décharge profonde, en dessous de 20%, ça abîme. Et c'est valable pour votre téléphone portable. Bon, là, c'est pas tout à fait la même techno de batterie, mais Toyota s'est gardé une marge en haut et en bas. Voilà, c'est pour ça qu'elles ont une autonomie électrique qui est très faible. Ils auraient pu facilement la doubler, mais ça ne les intéressait pas. Ils ont privilégié la fiabilité. Donc, cette batterie, elle durera beaucoup plus longtemps que ce que déjà, si vous la garantissez 5 ans, c'est qu'ils sont... c'est des Japonais. Ils savent qu'au moins, ça sera 10 ans. En plus, ils vous la garantissent jusqu'à 10 ans si vous faites le test tous les ans. Non, il n'y a pas d'auto-décharge. Si votre question, c'est est-ce que je peux laisser ma voiture pendant une semaine ou 15 jours sans rouler, il n'y a pas d'auto-décharge de la batterie hybride. En revanche, la petite batterie 12 volts, c'est ce qu'on a évoqué, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine précédente, la petite batterie 12 volts, c'est le point faible des hybrides Toyota. Il faut acheter un petit chargeur et recharger la petite batterie 12 volts si vous ne vous servez pas de votre voiture pendant 15 jours. Bon, ben voilà, Elisabeth. Voilà. Okay. Mais pas de risque sur la batterie de traction. Merci, parce que vous voyez, je ne voulais pas changer mon véhicule, mais j'étais prête à le faire. Mais c'est pas du tout écolo, tout ça. Surtout pas. Oh, ben, super. Ben voilà. Écoutez, vous avez bien merci pour vos explications, parce que c'est toujours plus clair. Et puis encore merci, bravo, parce que vous savez, moi je n'aime pas spécialement la voiture, et depuis que je vous écoute, ça fait quelques mois, je suis prise au... Vous êtes prise au jeu. C'est ça. Et alors je suis ravie, moi Elisabeth, parce qu'on est de plus en plus de femmes, vous êtes de plus en plus à poser des questions, à intervenir, et voilà, c'est comme quoi c'est vraiment quelque chose qui est très pour tout le monde, y compris pour les femmes, cette émission. Non, mais et ça, c'est cool. La moitié des acheteurs de voitures sont des femmes, donc il est normal que... Et qui décide au final ? C'est la femme. Souvent. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et vraiment merci à vous. On vous embrasse fort, Elisabeth. Au revoir. Merci, Elisabeth. Passez une bonne journée. Vous aussi. Allez, à suivre, évidemment, le journal de midi. Vos questions au 0826 300 300 pour nous rejoindre. Et puis, juste après, on parlera pneus, on parlera voiture classique, on parlera actualité. Bref, on continue. On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente... Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Il est midi et avant 13h, on va parler du retour du printemps, l'ami Jean-Luc, parce que oui, on sent bien que avec ce beau temps, peut-être trop sec pour la sécheresse, mais agréable pour ceux qui ont leur voiture de collection. Oui, c'est le printemps météorologique la semaine prochaine, même si on annonce des températures qui vont baisser, mais c'est surtout le retour des rassemblements dominicaux pour les voitures anciennes. Oui. Et d'ailleurs, il y en aura un demain qui a lieu à l'Isle-Adam, donc c'est près de Paris. J'irai y faire un saut, voilà, et on aura l'organisateur tout à l'heure. Un saut SAUT, pas SOT, pardon. Je peux aussi le faire. On va parler pneus évidemment dans quelques instants avec les grandes évolutions de l'année 2022. On va vous donner la parole avec notre rendez-vous Quel auto choisir. Et puis dossier actualité, on va fêter un anniversaire. On va fêter les 120 ans
de Harley Davidson, une petite marque de moto américaine presque pas connue. Est-ce que Bastien, notre réalisateur, il peut me chercher le son d'une moto, d'un moteur Harley? Ah ouais, parce que là, moi, mais alors, ça me fait kiffer, je sais pas pourquoi, mais je suis méga sensible. Je ne connais plus personne. Harley Davidson, le son. Allez, tout de suite, vous avez la parole à midi, vous le savez, 0826 300 300, vous nous appelez et bim, vous passez à l'antenne. C'est parti. Le syndicat du pneu, les spécialistes. Ah ce sera après, c'est maintenant. Salut Wilfried, pardon. J'entendais un petit jingle, moi, ça va? Ça va très bien, oui. Je suis pour présenter mes excuses à Bastien parce que je l'ai un peu embrouillé, le pauvre. C'est de ma faute. Wilfried, vous nous avez appelé au 0826 300 300 parce que vous avez un problème avec votre C4 Picasso BPM 6, votre boîte de soucis. Racontez-nous. Alors la BPM 6, c'est quoi pour tous ceux qui se disent de quoi il nous cause? Voilà, la BPM 6, c'est la boîte robotisée simple embrayage de ex-PSA. À ne pas fréquenter puisque en fait à la fois c'est une boîte qui n'est pas d'une fiabilité absolue et surtout qui n'est pas très agréable à utiliser parce que on a à chaque passage de rapport cet effet de salut. Vous savez c'est quoi l'effet de salut? C'est que vous avez une rupture de couple, voilà, on a la tête qui part en avant, un peu comme le chien que vous avez à l'arrière de votre voiture, Laurence qui baisse la tête à chaque fois. Voilà, c'est ça l'effet de salut. Bah dis donc Wilfried, vous avez pris le gros lot vous là? Oui, en effet, oui. Bon, je vous remercie pour tous les bons conseils de Jean-Luc. Je le suis depuis bien longtemps et du coup, je suis ses conseils. Et j'ai insisté auprès de Citroën pour faire une vidange de la boîte automatique. Oui, mais là, non. Alors, ils vous ont dit non, mais bon, quelque part, là, ils ont raison puisque... Comme je viens de l'expliquer, c'est pas une vraie boîte automatique. C'est une boîte mécanique. Voilà, c'est une boîte mécanique robotisée, c'est-à-dire l'embrayage est robotisé. Donc on n'a pas la nécessité, comme avec une boîte mécanique, de faire une vidange tous les 60 000 km, ce que je répète d'ailleurs assez régulièrement. Et il y a quand même, alors j'ai certains petits confrères dans la presse qui répondent, parce que je lis un peu ce qu'ils écrivent, qui répondent à des gens qui posent la question, est-ce que je dois faire la vidange, qui disent non, c'est sans entretien. On va le répéter encore une fois et on va faire venir, tiens, dans une émission prochaine, les gens qui fabriquent les machines pour faire la vidange des boîtes automatiques, qui vous expliqueront bien que une boîte automatique, ça se vidange et ça se vidange encore plus fréquemment que toutes les autres pièces du moteur pratiquement. Et tous les combien en gros? Entre 60 000 et 80 000 km. Tout dépend de l'usage. C'est toujours pareil, tout dépend de l'usage. Mais par exemple, en métropole où on n'arrête pas de faire, que ce soit à Bordeaux, à Strasbourg, où il y a quand même des bouchons en ville, etc. Oui, plus souvent, 60 000 km. Ouais. Ah, je vais bientôt faire la mienne, là, du coup. Voilà. Ok. Du coup, Wilfried, vous, ça se concrétise comment vos soucis? Donc vous n'avez pas de vidange à faire particulièrement. Hein. D'accord. J'ai insisté auprès de Citroën et ils m'ont fait quand même la vidange. Oui, bon, voilà. Mais ils m'ont fait un apprentissage, ils m'ont fait un re-apprentissage de la boîte. Ah, ça c'est bien par contre. C'est quoi? Ça c'est bien, oui, parce que vous avez un robot qui passe les vitesses. Hein, et donc ce robot, il fonctionne avec une logique informatique, et donc elle a été perfectionnée avec le temps, donc ils vous ont fait un réapprentissage. Donc vous aurez peut-être un fonctionnement qui sera plus fluide avec cette mise à niveau. Et alors vous l'avez constaté ou c'est trop récent? Non, justement, parce que j'avais la boîte, elle avait tendance, quand elle passait des rapports, des fois, à faire un peu de bruit. C'est pour ça que je me suis dit, en faisant la vidange, ça ira mieux. Donc maintenant, elle fait plus du tout de bruit parce qu'ils m'ont changé également l'embrayage, le volant moteur. Voilà. Mais j'ai toujours, comme vous dites, l'effet de salut. Ce que j'avais pas avant et que j'ai maintenant depuis qu'il y a tout ça depuis cet apprentissage, j'ai des ruptures. Oui. Alors pourquoi vous en aviez moins? Parce que de rupture ou force tous ceux qui écoutent là, les gars. La rupture, c'est la fameuse au passage des rapports. Ça coupe un peu. Mais pourquoi vous en aviez moins avant? Parce que votre embrayage, il était usé, donc il patinait un petit peu, donc c'était plus doux. Puisqu'il était usé. Et là, maintenant, vous avez un embrayage neuf, donc lui, il colle plus de façon plus nette, et donc vous avez des ruptures qui sont plus nettes. C'est pour ça. Voilà. Bon. Je me retrouve donc comme au point mort, et la voiture, si j'appuie sur là, ça fait un vroom vroom, comme si la vitesse n'était pas passée. Mais bon. Alors, du coup, il n'y a rien à faire. Non, c'est le fonctionnement de cette boîte qui... c'est pas dangereux? C'était pas une bonne idée. Non. C'est pas une... C'est pas agréable, mais c'est pas dangereux. Par contre, la Wilfried, ça peut être un peu dangereux sur des dépassements.
je me retrouve et que je peux plus accélérer et que j'ai une voiture qui m'arrive, ça peut être un problème. Oui, non, mais attendez, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que de temps en temps, vous avez l'impression que la boîte elle est au point mort. Oui. Oui, tout à fait. C'est ça. On dirait qu'elle passe au point mort. J'avais pas compris ça. Ouais, et du coup, si j'accélère, j'ai plus rien. Comme si j'étais au point mort. Non, alors là, non, ça c'est un souci. C'est dans la reprogrammation qu'il y a un truc qui va pas. Donc là, c'est retour chez le concessionnaire et vous leur expliquez ça comme ça. Moi, j'avais pas compris ça. J'avais compris que les passages de rapport étaient plus brutaux. Non, c'est pour ça, la rupture, pour moi, la rupture, c'était pas le salut. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc je l'ai ramené 2 ou 3 fois. À chaque fois, ils m'ont changé la batterie, en plus de l'embrayage. Là, ils m'ont dit ah oui, mais c'est peut-être un problème de masse. Donc ils m'ont changé. Là, j'en suis sorti il y a 2 jours. Et en fin de compte, j'ai toujours ce problème. Ils ont ce qu'on appelle une obligation de résultat. Donc alors là, vous les tenez avec ça. D'ailleurs, tant que ça marche pas, à eux de se débrouiller pour faire venir un spécialiste s'ils n'arrivent pas à trouver, mais ils sont obligés de trouver la solution. Non, c'est galère à vivre. Moi, je me mets à la place bien sûr. On achète une voiture, on n'a pas envie d'avoir ce problème. Là, comme ça, j'ai pas d'idée sur la source de votre panne, mais effectivement, si quand vous accélérez, vous avez le sentiment que ça accélère pas, que vous êtes au point mort, vous pouvez pas rester comme ça. Imaginez en montagne, vous doublez avec les enfants dans la voiture. Ça peut être dangereux. On peut faire passer la problématique de Wilfried je vais me renseigner pour voir ce que ça peut être. En antenne, voilà. Ok. Bon, Wilfried, on essaie de se renseigner, puis on viendra vers vous en antenne, d'accord ? Bon, très bien, je vous remercie. Bon courage. Et puis, de toute façon, ramenez-la quand même, comme dit oui, de toute façon, ils ont l'obligation de résultat. Donc, on vous embrasse fort. Salut. Merci bien. Salut, Wilfried, au revoir. Merci, au revoir. Allez, tout de suite, on va parler pneus. C'est le moment. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et on accueille Régis Audugé, qui est directeur général du syndicat du pneu sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, on va faire un point sur l'année 2022, une année pas trop gonflée pour les pneus. C'était pas, c'est même pas terrible. C'est la deuxième plus mauvaise année, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, le problème, c'est que chaque année, on se dit que c'est la deuxième plus mauvaise année depuis 10 ans. Comment on explique ça, d'ailleurs ? Pourquoi vous parlez de mauvaise année tous les deux ? Parce qu'il s'est vendu moins de pneus l'an passé que les autres années. Alors, les gens ont roulé moins déjà, quand même. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, il faut bien comprendre qu'au niveau de la vente de pneumatiques, ce qui compte avant tout, c'est évidemment le nombre de véhicules qui sont en circulation, mais également le nombre de kilomètres qui sont parcourus chaque année. Donc, quand on a un creux comme en 2020, par exemple, avec la crise sanitaire, ou des blocages de pays, etc., ce qui nous est arrivé en 2018, 2019, voire 2017 d'ailleurs aussi, évidemment, on roule moins et puis on change moins de pneus. Donc 2022, on a plus ressenti en fait un problème lié en fait à l'inflation et au pouvoir d'achat des automobilistes en fait. Les pneus ont sacrément augmenté. C'est quoi d'ailleurs l'augmentation moyenne sur les différentes catégories ? Alors, au minimum, c'est 10%. Après, effectivement, ça varie en fonction du type de pneumatique, le niveau de gamme, etc., etc. Pour effectivement faire simple, on est entre 10 et 13 sur le véhicule de tourisme. On est un petit peu plus sur le 4x4 SUV, oui, sachant que, malgré tout, pour les propriétaires de SUV, il faut quand même savoir qu'on paye aujourd'hui un pneu SUV à peu près le même prix que celui qui a été facturé il y a une dizaine d'années, en fait, parce qu'il y a une courbe d'expérience. Donc le prix avait baissé depuis 5 ans et remonte depuis 5 ans. Donc là, aujourd'hui, c'est pas des prix inédits, en tout cas sur le 4x4 sûr. Et en revanche, effectivement, sur les autres types de pneus, on est plutôt sur des prix qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent. Oui. Alors, évidemment, cette augmentation, on va dire, importante des prix, dans un moment où les budgets sont de plus en plus serrés pour les ménages, influe sur leur choix au moment du remplacement des pneumatiques, et les marques premium sont un peu délaissées au profit de marques moins chères. Oui, tout à fait. Alors, on a une dégradation des marques premium. Pour rappeler, la marque premium, ce sont les marques type Michelin, Bridgestone, Goodyear, etc. Juste en dessous, on a ce qu'on appelle donc des secondes lignes, des marques B, qui sont des pneus qui sont fabriqués en fait par ces mêmes manufacturiers, mais à des
des prix un peu moins chers, avec des marques un petit peu moins prestigieuses. Entre les deux, on a ce qu'on appelle les trade brands, c'est-à-dire en fait les produits marques de distributeurs, c'est un pneu Neuroto par exemple ou Point S. Et en dessous, donc, on a les budgets qui sont des pneus pas chers. Donc, pour faire clair, sur 10 ans, on a une dégradation progressive des marques premium. On vend de moins en moins de marques premium, mais qui restent quand même très très majoritaire, puisqu'on est aux alentours de 54% de part de marché sur le premium. Oui. Donc majoritairement, les automobilistes français sont quand même très focalisés sur la sécurité du véhicule. Et les marques premium sont évidemment l'achat prépondérant. Ensuite, les marques B prennent un petit peu sur le premium. Ça, c'est aussi graduel, c'est-à-dire que le premium perd, mais au profit des marques B. Et on a une évolution assez nette et qui s'est fait beaucoup plus nette encore en 2022. C'est effectivement les marques budget, qui sont des marques bien souvent qui on va dire les pneus chinois, il faut le dire. Il y a un moment, il faut le dire. Je préfère dire sud-est asiatique. Oui, d'accord. Non mais Régis, on verra d'ailleurs la semaine prochaine. Il y a un test qui est fait tous les ans par l'Automobile Club Suisse qui teste tout un tas de pneus des différentes catégories. On en parlera la semaine prochaine. On verra que en termes de sécurité, ces pneus premier prix, c'est parfois catastrophique. On a des distances de freinage qui sont multipliées par 2. Donc on n'est pas en sécurité à acheter des pneus comme ça. Il y a quand même une catégorie là qu'on n'a pas évoquée qui s'en tire plutôt bien l'année dernière, c'est le 4 saisons. Ça va bien pour le 4 saisons et le pneu hiver a pris un coup de froid lui par contre. Alors oui, effectivement, ce qui semble logique. Le 4 saisons, toute saison, c'est un pneu qui a été relancé en 2015 en fait par une marque française, donc Cocorico, avec un pneu qui s'appelle le Cross Skynet pour pas faire de pub. C'est Michelin, ouais. Bravo. Non mais ici on parle aussi de Goodyear, on parle aussi de toutes les marques de pneus, vous inquiétez pas. Donc effectivement, qui a relancé complètement ce segment. Donc il y avait une évolution graduelle jusqu'à 2020 à peu près, qui était assez forte. C'est monté jusqu'à 15-16% de part de marché. Et là, on a eu vraiment une grosse évolution avec la loi montagne, qui oblige en fait les automobilistes à s'équiper de pneus 3 PMSF, et donc le toute saison est un pneu 3 PMSF. Et donc ça, il se situe en termes de prix juste un petit peu au-dessus du pneu été. Et c'est la bonne opération pour l'automobiliste, c'est-à-dire qu'effectivement il peut rouler partout avec, et avec effectivement moins à dépenser, un tout petit peu plus que pour les pneus été. Et donc la progression est très nette depuis 2020 à peu près. On est aujourd'hui à pas loin de 30% de part de marché sur toute saison. Bon, parfait. Bon, la semaine prochaine, comme j'ai annoncé, on saura quels sont les bons et les mauvais pneus. Donc vous allez rester avec nous. Et moi, je dois changer les miens. Donc, je fais comme beaucoup de gens. On attend la semaine prochaine, Laurence, pour savoir quel pneu acheter, justement. Ouais, moi, je fais comme tout le monde. Maintenant, je fais des comparatifs sur Internet c'est ça, et tout. Sur les prix. Un truc de fou, quoi. Un truc de dingue, les prix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Régis. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Directeur général du syndicat du pneu, et nos amitiés à l'ami Dominique Stemfel. Allez, à suivre, on va parler également de tout ce qui est retour du printemps et les rassemblements dominicaux, donc des dimanches, des voitures anciennes. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Il ne vous a pas échappé en ce moment qu'il fait plutôt beau un peu partout et que régulièrement on voit des voitures ressortir alors qu'on les trouvait un petit peu plus tard. Mais là, ça y est, c'est parti. Et puis le printemps va accélérer les mouvements de voir ces belles voitures anciennes partir. Et ça fait fortement plaisir à l'ami Jean-Luc, qui est un passionné et un collectionneur. J'ai dégonflé mes pneus la semaine dernière. Vous allez me dire pourquoi vous avez dégonflé, vous devriez les regonfler. Non, parce que l'hiver, je vous rappelle qu'on surgonfle les pneus pour éviter qu'ils se déforment quand la voiture ancienne ne roule pas. D'ailleurs, pas forcément ancienne. Quand vous avez une voiture qui ne roule pas, c'est bien de mettre 3 kilos dans les pneumatiques pour éviter qu'ils se déforment. Donc là, ça y est, c'est le retour de la saison des rassemblements de voitures anciennes. Et pour en parler, on a avec nous Pascal Trinquet, qui est organisateur de l'Isle-Adam en ancienne. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Luc. Bon, alors c'est le retour dès demain. Et qu'est-ce que c'est que l'Isle-Adam en ancienne ?
L'Isle-Adam, c'est une ville. Pardon, L'Isle-Adam, oui. L'Isle-Adam, c'est une ville. C'est une ville qui est à proximité de Paris. Voilà. Oui, qui est dans le Val d'Oise. Où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. Bon, voilà, on a tout dit. Voilà. Ça existe depuis combien d'années, l'Isle-Adam ancienne? Alors, l'Isle-Adam ancienne a démarré en 2012. Oh, ça va. Ça fait 11 ans. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Parce que, alors, comment ça se passe? C'est un rassemblement de voitures anciennes. Tout le monde peut venir? Oui, tout à fait. D'accord. Même si j'ai une vieille Clio diesel pourrie, je peux venir aussi? Oui, dans la mesure où on a un énorme parking et on vous met un peu quand même à l'écart. Non, mais la Clio, on la garde, c'est juste si elle est pourrie qu'on la garde pas. On est d'accord. Donc c'est sur le... Alors l'endroit, c'est quoi pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient y aller? Ouais, donc c'est sur le rassemblement se fait le 4e dimanche de chaque mois. Hein. Je précise que c'est bien le 4e parce que des fois il y en a 5. Donc oui, c'est pas le dernier dimanche de chaque mois. C'est le 4e. Ah ouais. Exactement. Ah oui. Donc, ça commence à 9h30 le matin jusqu'à 12h30, 13h. Voilà, on reçoit les gens, on les accueille. Il y a un barnum avec une buvette, café, croissant, etc. Et puis, on essaye de classer les voitures un peu par catégorie européenne, avant-guerre, après-guerre, etc. Voilà, et puis tout est gratuit. Voilà, la buvette, il y a chacun met ce qu'il veut dans une tirelire, qui est une pompe à essence. Voilà, mais c'est très sympa. C'est bon enfant, quoi, en fait. Voilà, c'est histoire de se retrouver entre passionnés de belles autos. Exactement, et puis d'échanger des adresses, qui c'est qui t'a repeint ta voiture, où je peux acheter des pneus, etc. Quoi. Ouais. Voilà, on échange des idées, on échange même des outils, où voilà, ça parle de pièces d'occasion, ça parle d'émissions télévisées sur le sujet, bien sûr. Voilà. Et il y a combien de véhicules en général? Alors, s'il neige, il n'y en a pas. Oui, quelque part, ça se comprend. Voilà. Après, on a eu des pics de 300 voitures. Ah oui, quand même. Et ils viennent d'où, en général? Plutôt l'Île-de-France, ou vous avez des gens qui viennent d'un peu partout? Non, il y a l'Oise, puisqu'on est quand même limitrophe avec le début de la Picardie, nous. Donc, on a les gens de Beauvais, de Sainte-Geneviève, Chantilly, Gouvieux, voilà. Et puis après, oui, effectivement, il y a tous les gens, la périphérie de Saint-Denis, de l'Épinay, Enghien-les-Bains, voilà. Et puis, on a nos confrères qui, eux aussi, organisent le 1er, le 2e et le 3e dimanche de chaque mois des rendez-vous qui viennent, avec qui on a des bons rapports. Et voilà, c'est plutôt sympa. Parce que chaque week-end, il y a des rassemblements comme ça, à partir du moment où la saison débute, et là, ça y est, ça débute à partir de demain. Chaque week-end, il y a, chaque dimanche, des rassemblements un petit peu partout comme ça qui sont organisés. Ouais. Exactement. Alors, c'est plus calme, on va dire, là, la reprise, mais d'ici le mois de mai, le mois de juin, là, il y a carrément des festivals. Ah oui. Avec des orchestres, des groupes, des échanges de pièces, des bourses, etc. Ouais. Donc là, c'est des gros trucs, hein, ça peut aller jusqu'à 1000 voitures. Ah oui, et vous avez d'ailleurs, quand vous nous disiez on a de la place, mais on peut garer combien, combien de voitures? Oh, je crois, nous, on est illimité. Illimité, puisque en vous êtes limité à 1000. On bénéficie du parking d'une grande surface, donc voilà, je sais pas, il y a peut-être 5000 places. Oui, 5000, ça laisse un peu de marge, effectivement. Ouais. Alors l'avantage, l'intérêt de ce parking, c'est que le cadre est pas très c'est pas glamour, oui. Voilà, mais s'il a plu la veille et que vous venez avec une belle auto qui a des moquettes beiges, voilà, vous n'avez pas piétiné dans la boue, ni dans l'herbe, ni dans l'eau. Ouais. Si le midi, vous avez une communion et que vous devez partir absolument à midi, vous n'êtes pas bloqué. Ouais. Voilà, ça c'est important. Parce et puis si vous avez besoin de mettre de l'essence, il y a la pompe qui est juste là à 50 si vous voulez mètres. La laver, voilà. Et puis, puisqu'on fait un peu le tour de tout ça, je préviens quand même les gens qui viennent nous rendre visite, c'est qu'on a quand même souvent la gendarmerie qui est au bout de la ligne droite et qui calme un peu, ceux qui arrivent façon mode 747. Ouais. Donc voilà. Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir comme voiture? Qu'est-ce qu'il y a de plus fréquent comme auto? Alors, aujourd'hui, je trouve que la DS de chez Citroën a pris un peu le dessus, là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Pas la 2 chevaux, la DS. La DS, ouais. La DS, qu'est-ce qu'on a beaucoup Moi, j'ai vu beaucoup de Porsche 911, mais ça, quel que soit l'événement d'ancienne, il y a beaucoup de 911. Il y a beaucoup de Porsche qui viennent, donc c'est pareil, on les met tous ensemble, on essaye de faire toutes les Allemandes d'un côté, les Anglaises en face, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On a pas mal d'Américaines, entre autres les Ford Mustang, anciennes et modernes.
On a de la Camaro, il y a de la Chevrolet, voilà, ça va des années d'avant-guerre jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis demain, il y aura une Jaguar type rouge coupée série 1. Je pense. Ouais, que je connais le propriétaire, donc demain il ira faire rouler la voiture. Et d'ailleurs, là, on parlait de l'Isle-Adam, mais c'est vrai qu'à partir de ce dimanche, il y a plein de il y en a un peu partout en France. J'en ai trouvé dans la Drôme, j'en ai trouvé dans les Vosges, j'en ai trouvé dans Seine-et-Marne aussi, j'en ai trouvé. Voilà, ça y est, c'est parti. Mais voilà. En fait, on sent que c'est parti. Là, avec le beau temps qui va revenir, ça va remettre du baume au cœur. Bon, c'est parti. Vous aussi. Génial. À demain, Pascal. Alors. Écoutez, à demain, et puis bonne continuation à vous. Et puis après, on fera un petit resto sympa. Voilà. Alors. Je sais pas, il y a une histoire d'amitié entre vous. Là, je sens qu'il se passe quelque chose. Et vous avez bien raison. Voilà, par exemple. Il y aura Michel Chevalet avec nous demain. J'aime beaucoup Michel. Comment ça marche? Vous l'embrasserez de ma part. Si vous avez Michel avant qu'il vienne et qu'il veut se garer, vous lui direz qu'il y a de l'espace. Joli. Allez, c'est parti. On vous souhaite une très très belle journée demain. Merci Pascal. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Trinquet, organisateur de l'Isle-Adam en ancienne. Et pour avoir par exemple un site internet pour trouver tout le calendrier de l'année à venir, vous allez par exemple, parce qu'il en existe plusieurs, lesanciennes.com. Voilà, ça c'est très très bien celui-là. Et surtout les annonces sont bien aussi. Moi, dans quelques instants, dépenser de l'argent à chaque fois que je regarde ceci. Nous vous trouvons en direct 0826 300 300. Venez nous poser vos questions sur Sud Radio. On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle auto évidemment avec vous. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en nous rejoignant au 0826 300 300 ou en écrivant un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien sûr et bien évidemment on parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées. Autre façon de nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Pour l'heure, on va tout simplement retrouver Alain qui nous a posé plein de questions par mail. C'est le cas. Salut Alain. Oui, bonjour. Bonjour Alain. Merci Alain qui m'a fait pleurer quand il m'a envoyé son mail. Ah non, mais vraiment. Alors Alain, expliquez-nous, allez, assez rapidement, sans tous les détails, vous avez commandé un Audi Q5. Alors racontez-nous. J'ai commandé un Audi Q5, Avus, hybride, toit ouvrant, peinture spéciale, contrôleur dynamique de vitesse, le 17 juillet 2021. Voilà, et vous avez fait plein de kilomètres depuis avec. Et depuis, j'étais en contact à multiples reprises avec mon concessionnaire, une fois ou deux avec Audi France, parce qu'on n'a pas arrêté de reporter la date de livraison. Et aujourd'hui, on me dit la date de fabrication du véhicule sera la semaine 19 2023. Attendez. Alain, vous avez commandé en 2021 l'Audi. Absolument. Elle est toujours pas là. Elle est toujours pas là, elle n'est pas fabriquée. Et vous n'aviez eu aucun problème avant, parce que c'est pas la première fois que vous avez acheté cette voiture. Oui, parce que vous êtes un fidèle client de Audi quand même, faut le préciser. Ce sera la 5e Audi, après A1, A4, Q3, A6. C'est un truc de fou. Alors 5e maudit, vous écrivez ça comment? Je vous laisse écrire. Alors du coup, quand j'ai reçu votre mail, je me suis dit bon, il faut faire quelque chose. Je vais contacter Audi. Ils ont réagi assez vite. Alors ça, il faut quand même les féliciter pour ça. Et on a avec nous d'ailleurs Grégory Gouillardon, qui est le responsable de relations presse et corporate d'Audi France. Bonjour Grégory. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurent. Grégory. Voilà, enchanté. Voilà, alors Grégory, je vous ai passé le dossier, vous avez pleuré aussi quand vous l'avez lu. Non, pleurer non. On a réagi effectivement quand vous m'avez contacté hier. On a réagi. Alors avant toute chose. Comment ça, j'ai effectivement pris connaissance du dossier. Je prends mon rôle de porte-parole, mais néanmoins j'ai contacté mes collègues des relations clients pour prendre connaissance du dossier et en faire remonter le contenu. Donc Monsieur Boudiac, avant tout, déjà, je pense que si la marque ne l'a pas présenté, on vous doit des excuses pour ce délai qui est long. Il y a quelques explications, elles sont compréhensibles ou non, mais il y a quelques explications. Qui sont alors voilà des éléments de contexte. On a connu nous industriels de l'automobile plusieurs crises successives. On a eu crise Covid, pénurie de semi-conducteurs et puis tous les effets secondaires de la production liés à la crise et la guerre en Ukraine, qui nous ont amené à avoir quelques difficultés d'approvisionnement sur certaines ce qu'on appelle des semi-conducteurs, donc des éléments techniques qui contribuent notamment
à quelques équipements. Et en fait, nous, tous les constructeurs automobiles qu'on soit, nous avons connu quelques pénuries, c'est-à-dire des équipements qui ne sont plus approvisionnables et qui nous a amené à avoir des délais rallongés ou des ajustements. Je prends quelques exemples. On a eu notamment quelques pénuries sur les toits ouvrants où on a dû arrêter la production de toits ouvrants sur certains modèles et on a contacté nos clients en leur proposant deux options finalement. L'option de garantie de délai, c'est-à-dire nous ne sommes pas en mesure de produire tel équipement et on va faire une remise sur le prix et maintenir votre délai mais sans cet équipement, ou la garantie de la configuration initiale mais avec tous les désagréments des délais. Bon. Mais alors là, pour le coup, pour revenir sur le coup d'Alain, parce que comment ça va se passer pour Alain? Qu'est-ce que vous lui proposez? Surtout que l'histoire, Alain nous a pas tout raconté, mais vous avez votre concessionnaire qui vous a proposé en attendant de vous louer une voiture Audi, mais à 1 000 euros par mois, Alain, c'est ça? Vous voulez que je revienne sur le dossier? J'en ai connaissance, effectivement, monsieur. On n'a plus Alain. Ah. Moi, j'ai le dossier de Grégory, effectivement, son concessionnaire. Qu'est-ce que vous lui proposez? Alors, ce qui est un point important, c'est que nous, en termes de constructeurs premium, on essaie d'avoir une solution de mobilité. Donc, M. Boudiac a toujours son Audi Q3 actuellement. Et le souci, c'est que son Audi Q3 prend des kilomètres. Pour ça, on a tout simplement fait un geste commercial, c'est que son concessionnaire lui a proposé une garantie de prix à la date et à la valeur de l'estimation initiale en 2021. Donc, il peut rouler autant qu'il veut pendant 10 ans et vous leur prendrez le même prix. Alors, je souhaite que M. Boudiac ait pris une livraison de son Q5. Pas pendant 10 ans, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Alors, toujours il y a une garantie de prix. Il y a une garantie de prix qui a été faite, c'est-à-dire quels que soient les kilométrages qui ont été faits sur ce véhicule, ça n'aura pas d'impact sur la valeur de reprise. D'accord. Je pense que vous pouvez le confirmer, M. Boudiac. Si c'est pas le cas, en tout cas, moi, c'est bien ce que j'ai dans les Alain, moi, dans le dernier courrier, on m'a dit la valeur de reprise est confirmée jusqu'au 15 mars. Bon, ok. Donc, ceci dit, vous vous doutez bien que si le délai... Comme vous l'avez dit, je vous crois, il n'y a pas de problème. Donc, comme le délai va être prolongé probablement au-delà du 15 mars, puisque malheureusement c'est dans 3 semaines et vous savez comme moi que vous n'aurez pas de livraison dans 3 semaines de votre Q5, sinon vous seriez déjà averti. Je peux vous dire que ça, ce sera prolongé. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et on a des nouvelles du Q5 ? Alors, je vais finir là-dessus. Vous m'avez posé une question qui est à savoir qu'est-ce qui a été fait jusqu'alors. Donc, jusqu'alors, ce qui a été fait, c'est le premier point, ça a été la garantie de prix sur ce véhicule. Ensuite, la deuxième point qui nous est cher, c'est trouver une solution de mobilité aux clients, même si, en l'occurrence, Alain a toujours son Audi Q3. On a aussi proposé des alternatives avec différents types de modèles, une A1, une A3 ou une Audi Q4, avec des valeurs de leasing qui sont celles de marché. C'est vrai. Donc, le chiffre qui a été annoncé à 1 000 euros par mois, mais avec un point qui est fondamental, c'est que dans le cadre du geste commercial, il y a eu 2 offres de fait. Il y a eu une offre de réduction. Alors, je ne communiquerai pas à l'antenne parce que ce sont des offres commerciales individuelles. Il y a une offre de réduction qui a été faite à Alain d'une somme conséquente par semaine de retard. Ce qui veut dire que l'Audi Q5, lorsqu'elle va arriver, le prix va défier toute concurrence, puisqu'en fait, cette offre ça va baisser, d'accord. Mais vu le retard, comme dit Bastien, notre réalisateur, elle va bientôt être gratuite. Hein. Donc, je pense que vous allez me donner de l'argent bientôt. Alors, ce chiffre, il vous a été communiqué, je crois. En tout cas, moi, j'ai un écrit en ce sens. Ce chiffre vous a été communiqué, c'est-à-dire que le nombre de semaines de retard fois la somme qui a été communiquée sera déduit de la valeur de votre Q5. Donc, du coup, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Donc ça c'est. C'est quand même des beaux gestes. Sérieux, ça c'est quand même. Maintenant, est-ce qu'il va être mis en fabrication? Non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a un temps à respecter en radio et on peut... Grégory, il faut. Pour en arriver à la solution, tout ceci n'est là que en geste commercial pour patienter effectivement jusqu'à la livraison, au même titre que la solution de mobilité. L'idée, c'est d'avoir une facturation qu'au terme à la livraison et non pas à payer tous les mois. Ouais. Et donc le délai de production, aujourd'hui, il est effectivement toujours celui qui a été communiqué, à savoir la semaine 19 de l'année 2023. Donc c'est toujours celui-ci. Néanmoins, la prise de contact qu'on a eue hier, à la fois avec le concessionnaire de Reims en l'occurrence, et à la fois avec les équipes de production, nous ont amené à avoir plus de visibilité sur l'arrivée et à secouer les choses. Très concrètement, on aura une réponse sous 48 heures. Donc voilà, c'est la réponse qui vous a été faite hier par le service relations clients. Donc à l'horizon de mardi, vous serez recontacté par le service client et votre concessionnaire pour avoir une date à la fois ferme et surtout une solution de mobilité qui soit ferme. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où vous avez une date ferme, vous êtes en mesure de savoir si vous voulez encore rouler pendant X semaines avec votre Audi Q3 ou bien partir sur un véhicule de leasing avec tous les gestes commerciaux qui vous ont été faits
fait pendant le nombre de semaines, mais en tout cas, à horizon de mardi, vous aurez de la visibilité. Très bien. Et c'était ça l'enjeu. En tout cas, je trouve qu'Audi, bravo. Donc, vous avez été réactif. Bravo. Maintenant, j'espère qu'Alain, ça va bien se terminer. Alain, vous n'hésitez pas, vous reviendrez vers moi. Non, on peut plus là. Exactement. J'attends la concrétisation de ce geste et puis je reviens vers vous dès que j'ai la réponse. Et moi, j'ai assez confiance. C'est nous qui revenons vers vous. Vous a dit avant mardi, vous aurez eu un contact. C'est certain, vous avez pris la tâche hier avec le service relations clients. C'est top. Maintenant, vous êtes entre de bonnes mains et il reste à nous de faire le travail de production et à vous de choisir la meilleure solution parmi tous. Mais en tout cas, voilà, on peut applaudir Audi et Grégory Gouillardon et toute son équipe, et toute l'équipe d'Audi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour ne pas laisser Alain le bec dans l'eau. Oui. Bravo. Bon, Alain, on fera un tour de Q5 avec vous bientôt alors. Et puis surtout, vous nous tenez au courant parce qu'on veut suivre le dossier. Vous inquiétez pas, vous serez au courant. Allez, on vous embrasse tous les deux parce que moi, je peux pas faire des réductions sur le prix, mais là, je fais des réductions sur le temps. Je vous embrasse et merci à Grégory Gouillardon et à la marque Audi d'avoir été réactive à la demande de Jean-Luc Moreau sur Sud Radio de venir s'exprimer et de trouver une bonne solution. Alain, bon week-end. Allez, tout de suite, on va parler d'actualité. Ah oui. Merci mon Bastien. Ça, c'est le son d'une motorisation de Harley. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra qu'un jour on m'explique pourquoi ça fait ce son-là. D'effet. Non, mais pourquoi ça me fait autant d'effets? Parce que vous avez les deux pistons qui montent et qui descendent en même temps. Oui, c'est la particularité. Émotion. Et oui, mais parce que dès le départ, il y avait ça et ils ont conservé ça. Sauf sur l'électrique. Alors les Japonais ont essayé d'imiter. Mais ils ont des calages qui sont un petit peu différents. Et c'est vrai que le son du V-Twin Harley est absolument inimitable. Allez, on accueille Christophe Coué, directeur général d'Harley Davidson France. Je peux vous dire que je vous adore. Ah, moi, ça me fait un effet émotion. Et moi, je suis toute... Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bon, vous êtes présent, vous êtes en direct, vous aussi, du salon de la moto, du salon du deux roues de Lyon. Et cette année particulière pour Harley Davidson qui fête ses 120 ans quand même. Oui, 120 ans. On a plusieurs anniversaires en un. On a les 120 ans de la marque et les 40 ans du HOG, le Harley Owners Group, qui a été fondé par Willie G. Davidson il y a 40 ans donc. Et c'est quelque chose de très important pour nous. C'est le club pour ceux qui ne speak pas English, c'est le club des possesseurs de Harley Davidson, c'est ça? Tout à fait. Et il y a à peu de choses près 1 million de membres autour du monde et il y a 16 000 membres en France, dont 6 000 très actifs au sein des concessions. Donc pour nous, c'est quand même aussi quelque chose de très important parce que c'est avant tout une aventure humaine. Oui. Alors, j'imagine que pour fêter l'anniversaire, il va y avoir des modèles particuliers qui sont présentés d'ailleurs à Lyon. Tout à fait. On a 5 séries spéciales qui sont numérotées, limitées, avec un dégradé de rouge profond pailleté, métallisé. Donc on a 2 Softail et 3 modèles Touring. D'accord. Question de Laurence P. de Paris. Est-ce que ce fameux moteur V-Twin qui a un son si particulier va être condamné par les normes anti-pollution comme on a pu le lire ça et là, ou est-ce qu'il va perdurer? Non, on a... Alors déjà, je voulais préciser par rapport à l'introduction du sujet que le son du V-Twin a été déposé. C'est quelque chose pour nous qui fait partie de l'ADN de la marque. Ah, c'est chouette. Ça c'est pour la petite histoire. Non, pas du tout. On a une montée en cylindrée qui permet chaque année d'abaisser les niveaux de pollution. Donc aujourd'hui, on passe les normes anti-pollution, même avec nos gros moteurs. Tout à fait à l'aise. Donc il n'y a pas d'horizon, je dirais, 2035 comme pour l'automobile, puisque la moto n'est pas concernée. D'accord. Donc c'est super ça. Ouais, donc on va pouvoir, si on peut, ceux qui pourront plus rouler en voiture thermique pourront toujours s'acheter une Harley. Ils auront le son et ils pourront continuer à mettre de l'essence. Ça, c'est bien d'accord. On a des réactions par rapport à ce sujet sur Harley Davidson. On a André qui dit Brigitte Bardot évidemment a chanté à Harley Davidson de Serge Gainsbourg. On a aussi des motos. Il a une moto réalisée sur une base WLA. On a des connaisseurs. C'est quoi ça, WLA? Ce sont les WL, c'était un modèle spécifique, et A pour Army, qui équipait l'armée des États-Unis quand ils ont débarqué en France. Donc on en trouve beaucoup, ça et là,
sur la côte normande. On a Maurice Combalbert qui a modifié ça en chopper, nous dit-on aussi. Oui, on a des historiens. De sur toute la façon, page quand on achète une Harley, on achète une base et puis ensuite, après, on l'accessoirise. Il n'y a pas de Harley Davidson pareil dans les Hog, on est bien d'accord. Alors, oui, il y a une grosse culture chez nous, préparation, customisation, accessoirisation, dans la mesure des normes d'homologation, puisque bien évidemment les modèles sont homologués, on ne fait pas exception à la règle, nous sommes un constructeur sérieux, donc effectivement il y a des choses qu'on peut faire et d'autres effectivement qui sont un peu limite, mais effectivement il y a de tout. Il y a à peu près 100 000 Harley Davidson qui roulent ou qui sont dans les garages en France, donc ça fait beaucoup. 100 000 Ah oui, à peu près. Oui. C'est énorme. Le parc est à peu près de 100 000. Mais c'est l'histoire de passion. Hein, oui, complètement, parce que on rentre, on rentre en religion. C'est un peu ça quand même quand on achète une Harley. On achète en plus les accessoires. Je pense à l'habillement. Est-ce que pour les 120 ans, vous allez faire aussi une ligne de vêtements pour fêter ça? Bien sûr, on vient de lancer, et elle est présente sur le salon de Lyon. On vient de lancer une collection de vêtements 120e anniversaire avec le thème, c'est le rouge et sur les motos et sur les vêtements. Donc effectivement, on a cette collection pour femmes et hommes 120e anniversaire. C'est beau, hein. Bon, alors et pour les 40 ans du Hog, il y a des événements qui vont être organisés, des rassemblements. Oui, tout à fait. On a un rassemblement européen à Budapest fin juin. On a bien évidemment ce qu'on appelle le homecoming, le retour à la maison, c'est-à-dire à Milwaukee pour le week-end du 14 juillet, où là ça va être 500 000 motos dans la petite cité de Milwaukee. Donc ça va être vraiment fantastique. Et puis on a aussi nous au niveau français, on a mi-septembre Ardelot. Notre rassemblement, tout à fait, à côté du Touquet. Ouais, super. Donc voilà, on a aussi nous, notre rassemblement national et puis bien évidemment tout au long de la saison, on aura des événements qui vont se passer. Avec les concessionnaires, des concerts. On est présent aussi au Hellfest. Ah, très bien. Donc, il y a notre ADN aussi est très rock. Donc, voilà. Super. D'ailleurs, puisque vous parlez de ça, petite pensée à un des grands passionnés de la Harley, qui était Johnny Hallyday, et qui a fait plusieurs fois la route sur son bidon. Oui, j'ai même partagé avec lui un petit bout de la traversée des États-Unis. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de m'avoir fait rêver avec ce son mythique. Moi, ça me fait un effet toujours dingue. Christophe Coué, d'ailleurs, j'ai passé mon permis que pour avoir une Harley. Ça fait 2 ans que ça me travaille, je vais y aller là. Il faut piquer celle de François A qu'on verra ce soir. Ah oui, directeur général Davidson. On vous embrasse. Le salon des 2 roues de Lyon, on vous en parle. Les motos, vous y allez, c'est gratuit. Les parkings moto est gratuit pour vous qui êtes en moto. Et ça se passe à l'Eurexpo, boulevard de l'Europe, à Chassieux, très exactement du côté de Lyon. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Nous arrivons dans la dernière partie de notre rendez-vous On parle auto. Vous êtes toujours aussi nombreux, ça nous fait plaisir. Il y a Laurent qui arrive sur la page Facebook de Sud Radio qui dit coucou. Il y a pas mal de réactions, pas mal de monde et c'est vraiment un moment de partage avec vous. On adore. Le partage, on devait l'avoir aussi avec Thomas qui... on a essayé de le joindre depuis tout à l'heure, qui a envoyé un mail à jeparticipe@sudradio.fr pour avoir votre avis, Jean-Luc, sur sa future voiture. Non, la voiture pour sa fille. Pour sa fille. Mais Thomas, on essaie de vous joindre. Que se passe-t-il? Vous avez mal raccroché votre téléphone. En tout cas, je vais poser la question pour vous. Pourriez-vous me donner quelques pistes pour ma fille qui va obtenir son permis boîte auto? Quelles sont les meilleures marques, modèles pour voitures boîte auto fiables? Budget environ 10 000 €. Pouvez-vous nous donner 3, 4, 5 pistes? Évidemment, on fera une vidange de la boîte. Ça prouve que Thomas nous écoute. Exactement. Déjà. Ça prouve que Thomas nous écoute. Alors, le problème, c'est que les petites voitures, parce que j'imagine sa fille débute sur la route, elle ne va pas acheter une grosse berline allemande avec une boîte automatique. Bon, déjà, dans le budget de 10 000 €, ça serait un modèle qui serait... Alors, on trouve, mais qui serait très ancien. Donc, une petite voiture pas trop âgé, avec un kilométrage pas monstrueux, essence forcément, puisque des petites voitures diesel boîte auto, il y en a pas. Il y a eu quelques-unes avec des boîtes robotisées, mais à déconseiller. Puis de toute façon, pour faire ses débuts, c'est à partir du moment d'un permis automatique, on a le droit de conduire qu'une voiture automatique. Alors, Toyota, je vais tout de suite être abrupt, pas les françaises.
Bam. Pourquoi ? Parce que les boîtes auto sur les voitures françaises n'ont pas été fiables pendant longtemps. Ensuite, c'était une offre de boîte robotisée, simple embrayage, qui n'était pas forcément agréable à utiliser. Soit une japonaise par rapport au budget. Par rapport au budget, on est d'accord. Soit une japonaise, soit une coréenne. Ok. Alors, donc on va sur Kia, on va sur Toyota. Ou une Hyundai. Une Hyundai i10. Très bien. Hyundai i10, c'est une très bonne voiture, extrêmement fiable, disponible avec une vraie boîte automatique. Une Toyota Yaris. Ouais. Alors c'est plus dur à trouver en essence avec une boîte automatique, ou alors on va tomber sur un modèle hybride, mais qui va dépasser un peu le budget des 10 000 euros. On peut avoir chez Toyota, si elle veut une petite voiture, une voiture que je trouvais d'une intelligence, et d'ailleurs le nom IQ, c'est l'intelligence en anglais. La Toyota IQ, qui est une super auto, qui existe également en boîte automatique, ou une Honda Jazz. Ah oui, c'est très bien aussi. Et puis en plus, un peu grosse, mais elle est très bien. Alors la Jazz, ce que j'allais dire, elle a plus de place dans l'habitacle. Elle a un habitacle très malin. On peut relever la banquette arrière. C'est très costaud, Jazz. Voilà. Donc plutôt une japonaise ou une coréenne. Donc Kia, Hyundai, Honda ou Toyota. Ouais. Et là, on trouve son bonheur. À la fois en fiabilité et à la fois en agrément de conduite, puisque c'est des vraies boîtes automatiques, donc avec la douceur qui va avec. Oh, c'est bien ça, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça nous fait du bien. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. À la fin, on va parler des brèves et de l'actualité qui nous touche dans le monde de l'automobile. On va commencer d'ailleurs sur une note assez optimiste. Une start-up suisse annonce avoir mis au point une batterie qu'on peut recharger en seulement 62 secondes. On n'est quand même pas le 1er avril. Ouais, non. Cette start-up suisse s'appelle Morand. Alors, elle est bien connue des aficionados du championnat du monde d'endurance, puisque c'est elle qui a conçu le premier prototype hybride engagé aux 24 heures du Mans. C'était en 2011. Ce savoir-faire lui a permis de fabriquer un accumulateur mêlant la technologie des batteries lithium-ion et celle des supercondensateurs. Cette batterie qui fait, alors c'est une petite batterie, 7,2 kWh, peut se recharger à 80% en seulement 72 secondes et 100% en 2 minutes 30. Elle peut aussi supporter 50 à 70 000 cycles de charge et décharge. C'est 10 fois plus que les batteries actuelles. On voit que la technologie dans ce domaine n'a pas fini de progresser, ça progresse en plus à vitesse grand V. Ah là c'est plus qu'à vitesse grand V, c'est 72 secondes quoi. C'est la fin d'une époque. Bentley dit adieu au moteur W12. Ouais, Harley conservera le V2, mais Bentley laisse le W12. Il faisait partie pourtant de la réputation de la marque ces dernières décennies, et surtout le bonheur des riches propriétaires de Bentley. Cette cathédrale de métal qui, dans sa dernière version, développe quand même 750 chevaux et 1000 Nm de couple, est vouée aux gémonies par les normes anti-pollution et puis surtout par l'électrification de la gamme du constructeur de luxe britannique, propriété du groupe Volkswagen. D'ailleurs, Rolls-Royce, une autre marque de luxe britannique, propriété de BMW, cette fois passe aussi au 100% électrique avec la Spectre, un immense coupé de 585 chevaux, offrant 520 km d'autonomie. Tout ça pour la modique somme de 400 000 euros. Voilà. Pardon. Est-ce que les salariés du groupe Stellantis vont pouvoir l'acheter ? On a appris cette semaine que le groupe avait fait des profits records. Oui, le groupe né de la fusion de PSA et Fiat Chrysler a annoncé un bénéfice net record de 16,8 milliards d'euros pour 2022. Alors c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires, mais aussi pour les salariés, puisque 2 milliards vont leur être distribués. Ainsi, les salariés de PSA Automobile, qui regroupent 90% des effectifs de Stellantis en France, toucheront une prime d'intéressement et de participation, dont le montant se situe dans une fourchette qui va de 4 300 euros à 6 190 euros. Vous me direz, ça ne sera pas suffisant pour acheter la Rolls-Royce Spectre à 400 000 euros. Par contre, c'est bien, c'est chouette. Petite pensée à tous ceux que je connais qui bossent d'ailleurs pour Stellantis. Ça va leur faire un début d'année. Oui. Ça met du beurre dans les épinards. 300 euros, bam ça fait du bien. Quelques réactions avant de se quitter sur la page Facebook de Sud Radio. On a quelqu'un dont le pseudo est Mireille Mathieu. Oui, il est bien. Et il chante. Je sais pas. Dans quel cas, nous pose-t-il la question, enfin surtout à vous, est-il intéressant d'acheter une voiture flex fuel ? Et est-ce que ce type de moteur consomme plus que du Super 95 ? Alors ça consomme plus parce qu'il y a moins d'énergie, il y a 25% d'énergie en moins dans l'éthanol que dans l'essence, donc ça consomme plus parce que pour avoir la même puissance, il faut injecter plus de carburant. Est-ce que c'est intéressant ? Vous savez qu'il y a que Ford qui aujourd'hui propose une gamme d'origine flex fuel.
C'est malheureusement un peu moins intéressant qu'il y a un an, parce qu'aujourd'hui, le prix moyen du litre d'éthanol, super-éthanol 85, est aux alentours d'1,10 €. Il était à 60 centimes, 65 centimes il y a un an quand même. Donc, et pourquoi est-ce que ça a augmenté autant? On en a parlé, d'une part parce que les matières premières nécessaires à la fabrication de l'éthanol ont fortement augmenté, et puis les achats sur... l'éthanol est victime un peu de son succès en France, puisqu'on a consommé de grosses quantités l'année dernière, et donc il a fallu acheter sur les marchés extérieurs à des prix plus importants. D'accord, bah écoutez, merci. Voilà. Mais ça devrait rebaisser quand même, hein. Ouais, même si vous avez compris que là il y a un problème avec les betteraves, avec il y a un parasite qui va faire baisser la production de betteraves. Ouais. Bon, de toute façon, c'est compliqué en ce moment. Hein. Tout est compliqué. C'est pas grave. On garde le moral. La voiture à pédale, voilà. La voiture à pédale. L'idéal. Eh ben, on se retrouve samedi prochain, l'ami Jean-Luc. Eh bien, avec plaisir. Ben, bien sûr, et puis avec vous surtout. Avec Bastien aussi à la réalisation. Merci à Jordan d'avoir réalisé le standard de cette émission. Et puis, quant à nous, moi, j'ai rendez-vous avec vous. Oh, j'adore, ça me rappelle une chanson. Demain, dans l'émission Invino qui va commencer dans quelques instants, avec ma chronique Un vin, une émotion. Entre autres, ce sera demain dimanche à partir de 13h, où je reçois l'ami Dominique Rizet, qui est un grand journaliste. Collectionneur de vieilles autos aussi. Et très très amateur de vin, et en particulier d'un d'entre eux, il vous en parlera demain. Et puis demain aussi, on a une grande partie des émissions qui seront en direct du Salon de l'Agriculture, que ce soit Vincent Ferniaud, que ce soit... il y a plein de choses qui vont... Voilà. Et puis si vous voulez pas aller au Salon de l'Agriculture, à Lille-Adam, voilà, on se retrouvera là-bas, parce que moi j'y serai. D'accord, ok, pas moi. Parce que moi demain soir je remets le prix du meilleur chef de produits tripiers en direct du Salon de l'Agriculture, puisque je fais aussi ça, c'est aussi mon métier d'animer pas mal de choses. Et voilà, comme ça je vais continuer à manger plein de choses. Grigric. Quoi? Grigric. Grigric? Oui, le Salon de l'Agriculture, Grigric. Ok, d'accord. Bon, on va le laisser, il va rentrer chez lui le garçon. Bon week-end à tous, à suivre après l'info. Invino avec toute l'équipe d'Alain Marty. Bon week-end. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.